Veuillez vous lever. L'audience du 18 août 2025 est maintenant ouverte. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur le commissaire. Vous asseoir. Bonjour, Mme Lagaffière. Alors, pour les fins d'enregistrement, je vais demander aux parties de s'identifier. Alors, bonjour, Monsieur le commissaire. Bonjour tout le monde. Bon retour. Simon Tremblay pour la commission. Commissaire Marie-France Lebel de Bernard-Roy pour le procureur général du Québec. Je suis accompagnée de mon confrère. Bonjour, Pierre-Luc Beauchesne pour le procureur général du Québec. Bonjour. Bonjour tout le monde. Sébastien Laprise, d'Anglo Avocat pour la Société de l'assurance auto. Bonjour, Monsieur le commissaire. Bonjour tout le monde. Audrey Gagnon de chez Langlois Avocat pour la Société également. Bonjour, Candice Visser pour la Société. Bonjour, François Morin pour le SFPQ, SPJQ. Bonjour, Maître Morin. Bonjour, M. Lessard. Alors, bonjour à tous. C'est la reprise. Déjà 2 mois. Le procureur-chef va s'adresser à nous tantôt là, pour nous dire qu'on n'a pas chômé cet été. Juste avant de commencer, j'aimerais juste dire, comme je le fais d'habitude, quand je connais un témoin personnellement, donc je vais le dire. M. Lessard, ça fait déjà plusieurs années, mais nous étions collègues à l'université dans les années 80. Alors, j'espère que vous allez bien. Le temps... pour nous deux, a fait son œuvre. Alors, bienvenue à la commission. Merci. Alors, je vais laisser le procureur-chef. Alors, Monsieur le commissaire, chers collègues, mesdames et messieurs, nous reprenons aujourd'hui les audiences publiques après une pause estivale qui nous a permis de poursuivre notre enquête. La pause fut limitée aux audiences puisque notre enquête s'est poursuivie vigoureusement. Depuis le 20 juin, nous avons ainsi rencontré plus de 100 personnes pour un total maintenant de 250 sujets d'intérêt rencontrés. Nous avons approfondi l'étude des documents déposés et reçu des milliers de documents supplémentaires que nous continuons d'examiner. Ces rencontres et l'étude de toute la documentation reçue nous ont permis de constater qu'il nous reste beaucoup de témoins à voir et à faire entendre et plusieurs pièces à déposer afin de bien faire toute la lumière sur le projet CASA dans son ensemble. C'est dans ce cadre que nous siégerons maintenant du lundi au vendredi, à l'exception bien entendu de la fête du travail lundi le 1er septembre, et ce, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Nous espérons terminer nos audiences publiques au plus tard, début octobre 2025. Au programme de l'automne, une cinquantaine d'autres témoins de faits, plusieurs pièces et des experts, notamment en matière de technologie d'information, de gouvernance et de comptabilité. Nous débuterons d'abord avec les élus, actuels et anciens, le personnel de cabinet et de hauts fonctionnaires. On se rappelle que les élus de l'Assemblée nationale ne sont plus contraignables après le vendredi 12 septembre 2025. Nous enchaînerons ensuite les témoins de la SAC, dont notamment l'ancienne PDG, Nathalie Tremblay, et l'ancien vice-président aux technologies d'information, Carl Malenfant. Nous terminerons avec des témoins du secteur privé, dont les représentants de l'Alliance, qui a obtenu le contrat dans le cadre du projet CASA. Nous conclurons finalement les audiences publiques avec le témoignage d'experts. Une lourde tâche, mais qu'il ne sera possible de réaliser qu'avec la collaboration de tout le monde. La concision des interrogatoires sera un facteur clé afin de pouvoir entendre toutes ces personnes dans le temps alloué. Je profite de l'occasion pour réitérer l'invitation que la Commission a formulée en juin dernier aux membres de la société civile. Ils ont jusqu'au mardi 30 septembre 2025 pour nous soumettre leurs propositions et leurs suggestions en lien avec notre mandat. Les mémoires qui seront soumis alimenteront notre réflexion pour que nos recommandations soient les plus ciblées possibles. Nous les invitons à nous les envoyer par courriel au greffe@commercial.gouv.qc.ca. Je répète, greffe@commercial.gouv.qc.ca. Pour débuter pour cette semaine, Monsieur le commissaire, nous entendrons principalement des anciens ministres des Transports et des membres du personnel de leur cabinet. Et nous débutons ce matin avec notre 46e témoin de nos audiences publiques, M. Laurent Lessard, qui a été ministre des Transports en 2016-2017. Donc, merci beaucoup.
présenter le témoin, mais je vais juste m'adresser à la régie. Moi, je suis en train de cuire, là, je ne passerai pas la matinée. J'aimerais juste, question qu'on arrange les lumières, encore une fois. Monsieur Lessard m'éblouit, mais c'est involontaire, alors si on peut juste régler l'éclairage, là, j'ai vraiment de la difficulté à voir la salle. Alors, vous pouvez assermenter quand même le témoin, tant que ça... Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites « je l'affirme Je l'affirme. ». Vos noms et occupations. Laurent Lessard, retraité. Merci. Votre témoin. Alors, bonjour, M. Lessard. Bonjour. Fidèle à l'habitude, on va faire un bref parcours de votre cheminement scolaire et professionnel. Donc, je peux déjà peut-être suggérer la première question. Vous avez complété un bac en droit dans les années 80? Oui, effectivement, à l'Université de Sherbrooke avec Ed Galland. Et après ça, je pense cependant vous êtes orienté vers le droit notarial. Oui, effectivement. Donc, j'ai pratiqué de 90 jusqu'à 98. À quel moment vous avez décidé de vous lancer en politique? Ah, ben après ça, je suis devenu maire de la ville de Thetford. Donc, j'ai fait jusqu'en 2003. Et en 2003, là, je me suis présenté aux élections provinciales, donc sous M. Charest. Donc, mon premier mandat était en 2005 par la suite. Je comprends que vous avez occupé plusieurs fonctions ministérielles et autres. J'ai eu la chance, j'ai été chanceux d'être nommé donc ministre du Travail en 2005. Après ça, ministre de l'Agriculture, ministre des Affaires municipales, Forêt et Transport pour retourner à l'agriculture finalement. Je vois que vous avez été président de la Commission des transports à un certain moment dans votre cheminement. Pendant qu'on était dans l'opposition. Donc, on a fait un peu d'opposition. Donc, pendant cette période-là, j'avais été whip de l'opposition officielle. Donc, quand il y a eu un nouveau chef par la suite, j'ai été, mais peut-être quelques mois seulement. Je ne me souviens pas d'avoir siégé beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, démystifier un peu, c'est quoi la Commission des transports? Il existe différentes commissions, donc, au gouvernement, donc, qu'on soit au gouvernement ou dans l'opposition. Donc, ça permet d'entendre des projets de loi sur différents sujets. Et donc, chacun des groupes parlementaires a le droit d'avoir une présidence, une vice-présidence. Et j'avais été désigné donc pour être président et Jean-Marc Fournier était devenu à ce moment-là whip à ma place de l'opposition. Et j'ai probablement entendu comme président un projet de loi ou à quelques reprises, mais ça fut de courte durée parce qu'il y a eu une élection générale par la suite. Puis vous avez également été titulaire de fonction de ministre des Transports et autres noms, là, parce que ça évolue oui. sensiblement. On peut parler aujourd'hui de ministre des Transports. Est-ce qu'il y a une relation, des échanges entre la Commission des Transports et le ministère des Transports? Non. Moi, j'avais donc j'entendais les projets du gouvernement à ce moment-là, donc qui était le Parti québécois. Par la suite, quand tu es nommé ministre des Transports, non seulement c'est la fonction ministérielle, la direction politique du ministère, plus que la législation, parce que toute la législation tombe à ce moment-là quand il y a un changement de gouvernement. Et par la suite, bon, on initie donc des projets, soit politiques, soit des projets gouvernementaux. Donc, il n'y a pas vraiment de relation avec la commission à ce moment-là, là, entre les fonctions que j'ai pu avoir comme président de la commission et comme ministre des Transports. Est-ce que je comprends bien, puis corrigez-moi, je n'ai certainement pas votre expérience, là. Donc, le ministère du Transport, ça va être davantage peut-être administratif, alors que la Commission de transport, ça va être les élus, et là, on est plus dans la fonction législative. Là. On est carrément dans la fonction législative. Donc, quand on préside, donc on préside. Quand on est président, donc on préside ce que le gouvernement veut appeler comme projet de loi. Et nécessairement, on va, donc, le ministre Gaudreau, à ce moment-là, présentait ses lois. Et moi, comme président, j'animais la table sur ces projets de loi-là, donc jusqu'à ce que le mandat soit exécuté. Okay. C'est-à-dire l'adoption du projet de loi. Et en plus des différents projets de loi qui peuvent être discutés, est-ce qu'il y a d'autres possibilités, d'autres pouvoirs, d'autres décisions qui peuvent être prises? Je pense que je n'ai pas été assez longtemps pour marquer ce temps-là. Là. Donc, est-ce que j'aurais pu faire d'autres choses? J'ai jamais exploré la profondeur d'un président de commission, parce que d'après moi, j'ai fait 4 à 5 mois, maximum. Ouais, dans les notes, on parle à peine, j'ai 2 mois. Ça fut court. Oui, ça fut très court. Février à mars, lorsqu'il y a les déclenchements. C'est ça, puis en avril, probablement qu'il y avait des élections générales. Et lorsque vous êtes ministre des Transports, qui est votre chef de cabinet?
Bien, premièrement, comme ministre des Transports, moi, je veux juste faire un point, Monsieur le Président, Monsieur le juge, excusez. Donc, moi, j'étais ministre de la Forêt pendant 3 ans. Et durant l'été, j'apprends que mon collègue Jacques Daoust a démissionné à la radio. Et donc, en août de 2016, j'ai été, le premier ministre m'a appelé pour me demander d'occuper cette fonction-là. Donc, je suis entré en fonction, moi, comme ça, dans la démission de Jacques Daoust. Et le sujet, parce qu'il y avait quand même un sujet de l'heure qui n'était pas, le travail de la SAC, c'était plutôt Uber. Est-ce qu'il est un projet pilote qui allait se réaliser ou pas, puisqu'il y avait une date d'échéance jusqu'au mois d'octobre. Alors, la journée que j'ai été nommé jusqu'au mois d'octobre, honnêtement, l'agenda a été un seul sujet, à peu près, qui était nécessairement le dossier d'Uber, jusqu'à temps qu'on puisse arriver avec une entente. Et mes premières discussions avec la SAC, ça a été ça, puisque eux avaient le contrôle. Bon, les contrôleurs routiers relevaient de la Société d'assurance automobile et il y avait le Bureau du transport à Québec, à Montréal. Donc, puisque si il n'y avait pas d'entente, ces personnes-là allaient être arrêtées. Donc, parce qu'ils agissaient illégalement. Alors, donc, au mois d'octobre, il y a eu une entente. Puis après ça, bien, le cours normal au ministère des Transports est revenu. Donc, ça m'a permis de m'occuper d'autres dossiers et commencer à initier d'autres initiatives avec la clientèle. Donc, je comprends qu'en août 2016, vous devenez ministre des Transports. Oui. Et à ce moment-là, qui est votre chef de cabinet? Laura Lisotte. Ça va être le même pendant votre année? Oui, complète. Bien, oui, effectivement. Et quel est l'attaché politique qui s'occupe de la SAC? Je pense que c'était Pierre-Luc Deck. J'ai communiqué avec lui pour voir s'il n'y avait pas de la documentation. Parce que je tiens à le dire aussi, quand on se fait rappeler 8 ans plus tard pour nous demander de l'information sur des dossiers précis, on s'aperçoit, qu'on n'a plus de documents. Et deuxièmement, on s'aperçoit aussi qu'après un certain nombre d'années, ils ont éludé aussi. Donc, il y a des dossiers qui ont été... ils n'existent plus. Mon agenda était public. Donc, elle n'existe plus non plus. Alors, si vous me demandez des informations sur des dates précises de rencontres avec des clients, malheureusement, je ne pourrais que faire référence à ma mémoire, qu'elle soit précise ou pas. Alors donc, Pierre-Luc m'a rappelé pour me dire que lui, il n'y avait rien dans sa documentation ou même de documentation sur le sujet. Alors donc, c'était Uber et c'était d'autres sortes de crises par la suite. Là, le ministère des Transports a son lot de crises annuelles. Dans le cadre de vos diverses fonctions, est-ce que vous avez souvent eu à gérer ou avoir eu être ministre dans des ministères où il y avait des projets informatiques d'importance? Non, je n'ai jamais été confronté à ça, que ce soit au ministère du Travail, à l'Agriculture, aux Affaires municipales. Donc, dans tous les ministères que je suis passé, c'était mon premier projet. Et donc, j'aurais aimé avoir aussi mes lettres mandat, puisque je n'ai pas pu retrouver non plus mes lettres mandat. J'ai fouillé ce juge, mais je n'ai pas réussi, probablement que ça a passé avec le reste. Donc, parce que je vous rassure, votre collègue, M. Poitiers, m'a fait état le printemps dernier de ces problématiques-là. J'étais quand même abasourdi, je vous le dis publiquement. Là. Vous étiez quand même ministre du gouvernement et que ça ne fait pas 25 ans. Ça fait pas 25 ans que ça n'existe plus. S'il y a des recommandations, on va en avoir dans ce sens-là. Je vous le dis, c'est impossible. Là. En tout cas, pour moi, là, je trouve ça, excusez-moi, ordinaire. Bien, c'est assez surprenant, honnêtement, parce que mon premier réflexe, ça a été d'aller fouiller dans c'était quoi le mandat que j'avais reçu. Oui. Outre que quand tu es lancé, tu prends les dossiers du jour puis tu essaies de les régler. Mais quand tu veux faire une planification plus à long terme, ça devient difficile. Fait que tu te réfères à ton mandat parce que tu as à répondre aussi au chef du gouvernement qui dit, ben voici, là, tu avais comme 5 missions, t'en es rendu où? On a 2 ans de fête ou 1 an de fête et qu'est-ce qu'il reste à faire? Pour être capable d'avoir un bilan à présenter à la population qu'on a respecté nos engagements. Donc, je n'ai pas retrouvé mes lettres mandat non plus. Mais vous vous souvenez que vous aviez reçu des lettres mandat? On a tous des lettres mandat. Ça vient avec... aussitôt que tu es assermenté comme ministre, le chef du gouvernement te donne des mandats à accomplir parce que ça fait partie souvent d'un grand plan. Et moi, j'étais en remplacement déjà d'un ministre. Pour le dire, il y a eu quand même une succession de ministres des Transports assez souvent.
Alors donc, je vais avoir des lettres de mandat qui devaient peut-être ressembler à ce que Jacques Daou avait reçu quelques mois avant, mais qui étaient probablement ou peut-être différentes de celles de Robert Poitier, puisque ça datait d'un peu plus. Quand on va dire plusieurs, c'est sous le gouvernement de M. Couillard. Oui, effectivement. Et donc, je présume de votre réponse que tant sous le gouvernement de M. Charest que de M. Couillard, il y a eu des lettres mandat. Toujours. Tout le monde a une lettre mandat. Ça vient avec la responsabilité ministérielle. Si on s'intéresse davantage au gouvernement Couillard, parce que le gouvernement Charest, c'est moins contemporain par rapport à notre mandat, vous avez été ministre dès le début de l'élection d'avril 2014? Oui, effectivement. Comme ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs. C'est ça, exactement. Et donc, là, vous avez parlé tout à l'heure, en août 2016, vous devenez ministre des Transports. Jusqu'à quel moment? J'ai été ministre des Transports de août à octobre 2017. Les élections sont en octobre 2018. D'octobre 17 à 18, est-ce que vous occupez des fonctions? Après les fêtes de 2016, donc, Pierre Paradis va démissionner. Je vais devenir aussi ministre de l'Agriculture. Donc, donc, après quelques mois, là, je suis dit au premier ministre de trouver le remplaçant d'un des deux ministères. Donc, parce que les deux ensemble, c'est des ministères à clientèle beaucoup, puisqu'en plus, en agriculture, il y avait l'ambition du gouvernement de produire une politique bioalimentaire du Québec. Donc, il y avait une série de démarches, de colloques régionaux. Le ministère des Transports est un ministère à clientèle aussi. Donc, rapidement, on peut trouver que l'agenda se remplit facilement. Et par la suite, donc, j'ai occupé le poste de ministre de l'Agriculture jusqu'à la fin de mon terme, puisque je ne me suis pas présenté en 2018, après 15 ans et demi comme député. Donc, les 4 années du mandat du gouvernement Couillard, vous étiez au Conseil des ministres? Oui, effectivement. J'ai demandé tout à l'heure si vous aviez eu à gérer de près ou surtout de loin des projets informatiques majeurs. La réponse était non. Mais est-ce que vous vous souvenez des projets? Parce que ça faisait beaucoup manchette dans l'air de SAGIR. Oui. Et du DSQ, qui est le dossier Santé Québec. Effectivement. Bon, c'est peut-être plus SAGIR, moi, qui me frappait, parce que à l'automne de 2016, j'ai quand même à renouveler comme ministre des Transports le régime d'emprunt de la Société d'assurance automobile du Québec, puisque la société, pour pouvoir emprunter, elle doit avoir l'autorisation du gouvernement, selon la loi. Et à ce moment-là, même si on était bien occupé dans Uber, il fallait quand même que, selon les délais, ils puissent renouveler leur régime d'emprunt de 400 millions avant la fin de décembre 2017, puisque l'autorisation d'emprunt était annuelle. Alors, j'ai signé un décret au mois de novembre 2016 pour permettre ce renouvellement-là du décret selon ma connaissance. Donc, c'est la première fois. Donc, on fait un briefing parce que je n'ai pas encore rencontré la Société d'assurance automobile du Québec sur ce projet-là comme tel, mais je dois signer cette lettre-là. Et quand on évoque des chiffres de 360-400 millions de régime d'emprunt, nécessairement, il y a quelques questions qui se posent sur le projet. Probablement, c'est là que j'en prends connaissance, de savoir que même si c'est un nouveau ministre, le projet existe depuis déjà quelques années, il est enclenché, il y a des évaluations qui sont faites. Ils ont eu des autorisations d'aller de l'avant, ils ont même des autorisations de signer des contrats, et que moi, je vais signer un régime d'emprunt de 400 millions. Puis le dernier projet que moi, je me souviens comme député puis comme ministre à ce moment-là, c'est SAGIR. Et je pense que ça n'avait pas tellement bien été. Alors donc tu signes en disant, bon, OK, là, il va falloir les rencontrer parce que moi, si les choses étant ce qu'elles sont, si ça va pas bien, j'aimerais ça le savoir. Alors donc, est-ce que les protections, toute la démarche. Alors, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai renouvelé le décret et on a signifié à ce moment-là à la société qu'on voulait rencontrer. Je voulais rencontrer aussi le conseil d'administration, la commission du ministère des Affaires des Transports, excusez-moi, des formations professionnelles. Pas de problème. Le ministère des Transports, comme il y a la Société d'assurance automobile sur sa gouverne, et bon, il y a la Société des traversiers du Québec. Il n'y en a pas 1000, comme en agriculture, parce qu'il y a toutes sortes d'organisations. Alors, j'ai souhaité, comme c'est une société d'État, rencontrer la direction, puis rencontrer aussi le conseil d'administration, puisque je voulais me faire une présentation. Ils voulaient m'en faire une, mais comme c'était beaucoup occupé, donc j'ai souhaité les rencontrer, ce que j'ai fait là en début de l'année. Oui, on va y revenir chronologiquement, si vous donc, permettez. j'ai eu une présentation sur ça, et toujours, donc, mes échanges avec Mme Tremblay portaient sur
Moi, ma dernière connaissance, c'était Sagir. Puis Sagir, ça n'a pas bien été. Qu'est-ce qu'on met en place pour que ça ne se reproduise pas? Qu'est-ce que vous vous rappelez de DSQ, Dossier Santé Québec, ou ce qui fait la manchette dans la même période? Puis Oui, c'est quelque chose que je suivais moins, mais que certainement qui était pas... C'est vraiment agréable, ça. Toutes les fois qu'on a parlé des changements technologiques au gouvernement, ça n'a jamais donné des résultats très performants ou très concrets ou à l'intérieur des budgets prévus. C'est ça la principale préoccupation qu'on avait. On va exposer, Mme Stand-Greffière, la pièce 46 P342. On a, là, M. le commissaire, précoté, là, un peu comme on l'avait fait à quelques occasions. Vous le faire tout de suite, c'est-à-dire qu'on va... Oui, ils sont précotés là, avec toute la liste. En bloc, les pièces. Ça va avec les parties? Oui. Donc, les pièces sont déposées en bloc? Oui. Oui. Donc, ce serait P à... On est rendu à 46P, et là, ça commence à 338. Et là, pour les fins du témoignage à ce stade-ci, je vais demander d'exhiber 342. Ensuite, ça sera 343. Et encore une fois, peut-être une mise en contexte. C'est pas pour établir exactement ce qui s'est passé dans Sagir ou DSQ, Dossier Santé Québec, mais voir un peu quel message était véhiculé dans les médias à ce moment-là. Là. Donc, puisqu'on ne fait pas une commission d'enquête sur autre chose que CASA, on s'entend là-dessus. Parfait. Puis ça va situer le témoin également. Oui, ça va peut-être rafraîchir la mémoire aussi. Parfait. Merci. Non, ça c'est 338, ça va être 342, Mme l'assistante greffière. Pendant qu'ils sont expédiés, je vais peut-être les mettre des articles de journaux. Donc, le premier, 342, c'est un article du Journal de Québec du 27 mars 2016 qui fait état du dossier Santé Québec. Et 300, vous les avez, M. Lessard, là, aux onglets, là, 4. Oui, c'est correct. Merci. Et l'autre, c'est un article du Journal de Montréal du 13 janvier 2016 qui fait état de Sagir. Encore une fois, là, c'est pour bien comprendre le message qui est véhiculé dans les médias et non de faire l'autopsie de ces deux projets-là. Là. Et compte tenu des chiffres qui sont avancés, là, ça nous donne une idée quand même de la teneur des projets. Parfait, merci. Donc, si on peut descendre là, tranquillement. Ah, ça c'est 43. Mais on peut commencer par 43, il n'y a pas de problème. Ah non, c'est bon, c'est 42. Donc, Maître, 342, c'est l'article du 27 mars 2016 et 343, 13 janvier 2016. Oui. C'est bien ça. On peut commencer par 343. Dans ce cas-là, c'est le... Ouais, donc 343, c'est l'article du 13 janvier là, du Journal de Québec. Non, excusez-moi, du Journal... Donc, c'est ça qui... Sensiblement, là, on parle que ça coûtera au moins 450 millions de plus qu'annoncé. On fait état que... Bon, il y a des dépassements de délai. On fait aussi état de coûts inclus, de coûts non inclus. Encore une fois, l'article parle de lui-même. Je ne veux pas nécessairement en faire l'autopsie. Surtout que le témoin se rappelle que s'il y avait des enjeux. Et l'autre pièce, c'est Sagir, qui, dans le fond, on a le coût qui passe de 570 millions à 1,2 milliard, toujours selon l'article, bien entendu. On parle que le projet initial devait coûter 83 millions, qui coûtera 15 fois plus cher. Encore une fois, là, je me réfère aux allégations du journaliste. Vous pouvez descendre tranquillement, Mme l'assistante greffière. Donc, si on revient, là, maintenant qu'on a déposé ces pièces-là pour expliquer le contexte,
Vous avez déjà expliqué donc, que vous rentrez là, de mémoire, là, on m'indique le 20 août 2016, suite au départ, à la démission de M. Daou là, comme député et ministre la veille. Vous avez expliqué, quel était le contexte au MTQ? Vous nous avez parlé d'Uber, vous avez parlé du fait qu'il y avait quand même certains ministres qui avaient occupé la fonction dans le gouvernement Couillard. Est-ce que vous vous rappelez d'autres choses propres à votre arrivée, le contexte qui prévalait? D'accord. Donc, j'ai pris connaissance de vos 2 articles de journaux là, qui dataient de mars et de janvier 2016, juste pour rappeler que moi, je suis arrivé donc au mois d'août. Oui. Je ne sais pas que je m'en désintéressais, mais comme j'étais à la forêt en situation de crise sur le bois d'œuvre depuis 3 ans avec les problèmes sur la Côte-Nord, les fermetures d'usines. Donc, oui, je siège au Conseil des ministres, je voyais tout ça. J'entendais beaucoup les critiques d'opposition officielle à ce moment-là. C'est M. Coeur qui le rappelait souvent, la saga sur Sagir. Fait que, moi, quand j'arrive au ministère des Transports, évidemment, il y a un éléphant dans la pièce, c'est Uber. Puis il y en avait un autre aussi, bon, des traversiers qui n'avaient pas été livrés à date, là, qui étaient en construction du côté de Lévis, mais ça, c'est un autre dossier. Nécessairement, honnêtement, c'est occulté vraiment par Uber. C'est dans tous les journaux, ça parle que de ça. Les députés, on est nerveux parce que ça veut dire aussi qu'on va retirer. Hein? On va retirer des chauffeurs de taxi un droit qu'ils ont, une voiture, un chauffeur, un territoire, et que pour l'instant, il n'y avait pas de compensation. Donc, c'était, on retire, mais les compensations, le gouvernement allait étudier ça dans une 2e phase. Puis là, on parlait d'une évaluation d'un plus de 1 milliard de dollars avec des différentes organisations. Le dossier était très montréalais à ce moment-là, Québec aussi, mais très montréalais. Donc, il y avait beaucoup d'écoute et beaucoup de yeux, beaucoup de questions à tous les jours, des crises, des menaces de part et d'autre, voilées, des fois pas voilées. Alors, donc, beaucoup de rencontres avec ces groupuscules-là, parce qu'il y a une division indépendamment qui occupe le territoire à Montréal, plus la Société d'assurance automobile du Québec qui procède parfois à des arrestations, puisque le dossier n'est pas si clair qu'il était autorisé, ce qui a été reconduit, donc on a eu une première reconduction, mais il y avait un délai quand même maximal qui était octobre. Donc, en octobre, quand on a réussi à conclure, là, c'était le dossier dans la pièce. Et comme Jacques avait quitté à ce moment-là, moi, j'ai pas eu de briefing ou recommandations, fais attention, il y a ci, il y a ça, etc. Là. Donc, tu prends les dossiers comme ils se présentent, puis tu essaies de régler les problèmes de crise pour lesquels tu as été nommé. C'est comme ça que je suis arrivé au ministère des Transports, dans une situation de gestion de crise. Est-ce que vous rappelez également qu'il y avait eu certains rapports du vérificateur général du Québec sur le climat, de la façon de fonctionner, certains enjeux? Merci de le mentionner. Donc, la 2e affaire que tu apprends rapidement, parce que comme on est en chambre, le ministère des Transports, il y avait à peu près 5 rapports du vérificateur général sur la mauvaise administration du ministère, la sous-utilisation des ressources, la décentralisation, la déconcentration, qui avait fait en sorte que c'était difficile de voir l'évaluation par territoire, même des rendements, d'utilisation des sommes pour faire de la voirie, etc., ou l'attribution des contrats. Donc, c'était... Honnêtement, le vérificateur général, là, il passait souvent, puis il y avait des bonnes raisons de le faire aussi. Alors donc, 2e aspect de la gestion du ministère comme tel, c'était vraiment de trouver une équipe capable de répondre aux différentes recommandations du rapport du vérificateur général. Alors, c'est là que j'ai sollicité le travail de Marc Lacroix, haut fonctionnaire d'État, à ce moment-là, qui était à l'ENAP, je pense, dans ce temps-là. Il avait déjà travaillé avec aux affaires municipales. Et Maître Marcellet, Denis Marcellet, qui était là comme sous-ministre à ce moment-là, avait des soucis de santé. Alors, moi, quand je suis arrivé, j'avais besoin de quelqu'un qui était en poste, qui prenne des vraies décisions, puis qui bâtisse un organigramme assez fort pour être capable de faire face aux différents rapports du vérificateur général. Puisqu'on doutait même, il y a eu des démissions là-dessus. M. le juge sur le fait de la véracité des documents déposés à l'Assemblée nationale. Il y avait eu même, selon ce qui a été présenté, donc des documents qui ne représentaient pas la réalité ou qui avaient été modifiés.
Alors donc, tout ça s'ajoutait, mais nécessairement avec Marc Lacroix, à ce moment-là, comme sous-ministre, en titre, qui avait fait l'ENAP, qui était un mandarin d'État, donc a mis une équipe en place pour être capable de, par la suite, donner une gouvernance acceptable, reconnue, dans des principes qui sont vérifiables. Donc, ça, c'était l'autre aspect du mandat, d'essayer de redresser ça. Donc, juste, si on résume, vous parlez d'Uber, des traversiers, des problèmes structuraux. Est-ce que vous vous souvenez d'autres projets d'envergure ou d'autres... Oui, bien, rapidement, après avoir réglé Uber, puis il restait un aspect financier, les compensations, donc les clientèles sont beaucoup présentées au bureau. Nécessairement, rapidement, on a été projeté vers l'OREM. Donc, avec le ministre des Finances, donc le gouvernement avait, avec la Caisse de dépôt et de placement, l'ambition de réaliser donc l'OREM, mais ça passait quand même par une étape assez importante, une loi très significative avec une modification de plus d'une vingtaine de lois importantes, dont la loi sur l'expropriation des biens. Et rapidement, dans le budget de mars 2017, un projet de 6 milliards de dollars. Rapidement, on devait adopter la loi avant juin, ce qui n'a pas été le cas, on n'a pas été capable, mais on a dû siéger durant l'été pour être capable de l'adopter, pour être capable d'avoir un échéancier qui comprenait la réalisation du projet à l'intérieur d'une période donnée, puisque les rendements de la Caisse, ça dépendait aussi d'être capable d'être opérationnel. Alors donc, c'est ce que j'ai fait dans la deuxième phase, donc en 17 principalement. Donc, j'ai siégé de nombreuses heures. J'ai passé entre 11 et 17 heures aussi, après l'adoption du budget, qui traitait principalement, honnêtement, pas du dossier Sadler, mais qui traitait du dossier du REM. Donc, plus de 6 milliards avec tout ça, une ventilation puis des moyens financiers là, pour l'encadrer. Alors donc, puis à ma période de questions, parce que j'ai écouté un petit peu les nouvelles, là, que ça allait pas bien à la société suite au dossier des technologies. Puis je me souviens pas non plus à la période de questions, donc pas période de questions, mais oui, les périodes de questions, mais durant les 11 à 17 heures, alors que la présidente, Mme Tremblay, était là, donc d'avoir eu même une question sur le dossier de la Société d'assurance automobile, sur la réforme, en fait, la modernisation des technologies de l'information. Donc, je ne me souviens pas d'avoir répondu à des questions, même en période intense de près de 17 heures de travaux sur le budget. Donc, ça ne m'a pas permis de faire le point non plus sur cet aspect-là à ce moment-là. Mais c'est dans cette période-là, quand même, que va signer les contrats. Ça, bien, en juin 2017, donc là, on est un petit peu avant juin 2017. Oui, c'est ça. Donc, on est en mars, on travaille. Les budgets, c'est présenté. Le REM, c'est ce qui va être le projet fort du gouvernement à ce moment-là, dans la mobilité des transports, l'électrification des transports. De votre point de vue et surtout de votre grande expérience comme ministre dans différents ministères, qu'est-ce qui fait qu'un dossier va se ramasser sur votre bureau versus qui va être géré, traité par personnel de cabinet, chef de cabinet? Nécessairement, si quelqu'un t'appelle et qu'il n'y a pas besoin d'argent, le dossier n'est pas sur ton bureau. En fait, les gens viennent te rencontrer quand il y a des contraintes qu'ils ne peuvent pas surmonter eux autres mêmes. La première étant l'argent. La deuxième étant l'argent associé à avoir des ressources pour travailler. Alors, nécessairement, comme on n'est pas seul au gouvernement, le budget présente les revenus que l'État va réaliser avec les projets. Puis le Trésor, lui, c'est le chien de garde qui, lui, va t'autoriser ou pas à dépenser, même si le budget te l'a donné. Il peut te donner 600 millions, c'est merveilleux. La journée que tu vas au Trésor, ça se peut qu'il dise « Oh, tu vas attendre, tu vas prendre ton tour parce que l'ensemble des dépenses du gouvernement, ça va trop vite, on ne respecte pas les cibles, on n'est pas... » Alors donc, là, le Trésor va exercer son rôle de contrôle sur les dépenses de l'État. Même si tu as eu l'autorisation dans le budget, même si ça a été présenté. Donc, il y a une démarche à réaliser. Alors, c'est là que arrive la Société d'assurance automobile. J'ai revu dans l'historique, puisque le dossier était commencé avant moi, qui ont eu des autorisations de conclure un contrat. Ça lui prenait ça. Donc, le gouvernement, à ce moment-là, a décidé, a conclu, a donné l'autorisation à la Société d'assurance automobile du Québec de faire une démarche, de signer un contrat avec des procédures qui ont évolué au fil du temps. Mais moi, quand j'arrive, on est plus à
Là, on a fait nos travaux et dans l'année de 2017, ils vont signer ce contrat-là, que je n'ai pas vu. Honnêtement, puis je le déplore. Je suis même surpris de savoir que je n'ai pas signé une note, même si la société l'aurait autorisé, l'aurait déposé. De toute façon, c'est confidentiel. Quand il est déposé, il y a des documents qui demeurent, même si c'est des contrats. Donc, je n'ai pas vu ce document-là. Ça veut dire, s'il y a premier élément qui fait en sorte qu'un dossier va monter sur mon bureau, sur le bureau d'un ministre, c'est si on veut de l'argent. Est-ce que le fait que la société d'assurance auto ou d'autres sociétés sont autofinancées, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin des crédits gouvernementaux, mais ils vont par des frais pour des permis à immatriculation, j'imagine les billets de traversier vont s'autofinancer, est-ce que ça fait en sorte qu'ils ont cette plus grande autonomie-là et qu'ils vont peut-être moins... Les dossiers vont moins monter sur votre bureau? Oui, les sociétés d'État ont toujours leur indépendance jusqu'à temps qu'il y ait une loi qui dit si tu fais quelque chose, si tu as besoin de l'autorisation du gouvernement, ce qui est le cas, pour créer un régime d'emprunt. À ce moment-là, la société ne pouvait pas faire des emprunts à moins d'avoir l'autorisation du gouvernement, ce qu'elle a eu. Par la suite, quand le régime d'emprunt... Donc, il est limité, ça lui permet d'emprunter à des taux gouvernementaux, donc c'est avantageux. Et s'il y a des modifications, bien nécessairement, elles doivent passer au Conseil du Trésor. Il n'y a pas personne qui aime ça, se présenter au Conseil du Trésor, mais pour nous autres, ça devient aussi le chien de garde s'il y a une modification, mais ils doivent l'expliquer, le justifier. Et le Conseil du Trésor, avec l'expertise qu'ils peuvent avoir, eux autres ont toutes sortes d'expertises, vu qu'ils voient l'ensemble de la mission gouvernementale. Donc, parfois, c'est la santé qui demande, parfois, c'est l'agriculture qui demande, mais il y a toujours des notes explicatives. Et moi, même si je ne suis pas un expert en technologie de l'information, je suis capable quand même d'adresser la question pour laquelle ils doivent la documenter. C'est ce que la société a toujours fait. C'est elle qui présente donc la documentation, le soutien pour le conseil, le CT qu'on appelle le Conseil du Trésor. Et le ministre qui est responsable de ce ministère-là va signer la note comme quoi elle va être présentée au Conseil du Trésor et défendue. Et le Conseil du Trésor va faire ses recommandations. Ils disent souvent non, mais ils disent aussi oui, avec des conditions. Alors, c'est ce qui a été présenté en général, donc des notes d'information. Et la plupart du temps, ils vont faire aussi l'évaluation de la société. Là, c'est la Société d'assurance automobile, mais elle a eu des devoirs à faire avant d'arriver à avoir des autorisations d'emprunt, de produire annuellement des rapports, des cibles, etc., des augmentations de volume avec des réductions d'effectifs, puisque, là, ça me rappelait que dans cette période-là aussi, donc, il y avait quand même un gel d'embauche. Donc, les ressources, le monde ne se mettait pas engagé comme ça. Là. On se souvient, là, le Trésor tenait ça à bout de bras parce que les grandes dépenses, c'est une fois que tu as acheté tes équipements, la deuxième dépense, c'est le monde qui va l'exécuter. Et c'est ce que la société donc cherchait à faire, d'avoir des ressources additionnelles. Donc, ils sont passés. Moi, je signe une note accompagnant que, comme j'ai vu passer, étant responsable du dossier. Puis par la suite, bien, on doit défendre ça au Conseil du Trésor. On va y revenir dans quelques instants. Oui. Juste encore une fois, là, on est encore au début de votre mandat. Là. Oui. J'aurais peut-être pu poser la question avant, mais là, M. Daou quitte, je comprends, bon, j'aurais peut-être précipité ou sans un très long préavis. Est-ce que ça vous a permis quand même de faire une transition avec lui, des dossiers chauds? Non, il n'y a pas eu de transition, si ce n'est qu'avec peut-être du personnel. Au commencement, c'est très administratif. Bon, tout le monde a ta propre équipe, tes chefs de cabinet. Bon, moi, c'était les équipes qui nous suivaient, comme ça faisait quelques années que j'étais là. Donc, on a fait une transition, probablement. C'est le sous-ministre, honnêtement, qui présente qu'est-ce que c'est. La note avec le cahier de brefage. Qui amène un cahier de brefage, puis voici, Monsieur le ministre, les différentes sociétés que vous représentez, les différents mandats qu'il y a en cours. Et une note, c'est tout le temps sa presse pour hier. Voici ce qu'il y a à signer ou autoriser, puisqu'il y a des délais à respecter. Donc, on est confronté rapidement à nos engagements financiers et ou à des délais pour être capable de présenter des cadres budgétaires principalement. Donc, vous arrivez en poste en nous, on règle le dossier Uber. Oui. C'était neutre, le dossier Uber. Et là, on se ramasse en plein milieu de l'automne. Et donc, là, ça vous permet de gérer le quotidien et les dossiers moins chauds, si on veut.
Quel est votre premier contact avec la SAC et, je présume, là, Mme Tremblay, sa présidente? Bien, les premiers contacts, honnêtement, comme je tiens à le rappeler, c'était on se parlait sur une base régulière, même à tard le soir, parce qu'on était dans Uber et exerçait le contrôle. Sur le dossier de la SAC, évidemment, il voulait me faire une présentation. On avait de la documentation, puisque j'ai hérité des cahiers de briefage de Jacques Daoust. Alors donc, ça me permettait de mettre à jour. Moi, j'ai souhaité les rencontrer comme j'ai fait. À toutes les fois que j'ai été ministre des Transports, j'ai fait tous les étages, saluer le personnel, savoir qui ils sont, quel département on a, qui on représente, et d'aller rencontrer aussi les sociétés. Donc, je pense que ça s'est passé en janvier, plus cette présentation-là, d'aller rencontrer le conseil d'administration. Je ne dis pas que Nathalie Tremblay, qui était la PDG, n'a pas parlé à Laura Lisotte, ma chef de cabinet, pour les dossiers qui s'en venaient, dont le renouvellement du régime d'emprunt de novembre 2016 ou de décembre 2016. Mais donc, je suis allé physiquement donc, rencontrer la société dans leur bureau. J'ai rencontré le conseil d'administration. J'ai eu une présentation PowerPoint, certainement, de la démarche puis le processus comme tel. Puis on a eu après ça des discussions plus franches sur mes préoccupations quant à nécessairement de la grandeur du projet et des mauvaises expériences passées de d'autres organisations sur le même sujet. Êtes-vous en mesure de donner un peu plus de détails? Quand on parle des préoccupations, c'est sûr qu'on vous l'avait dit tout à l'heure. L'explosion des coûts. Honnêtement, là, j'ai entendu assez le député de la Pelletrie nous interpeller. M. Kerr. M. Kerr, à toutes les périodes de questions, parler de s'agir. Et puis, nécessairement que ça devient une obsession aussi de savoir que quand on embarque dans un projet informatique, donc d'avoir les ressources appropriées pour respecter les cadres appropriés de financement. Et quand on regarde la Société d'assurance automobile, on pense que les 3000 employés qui sont là sont tous des fonctionnaires de la société, mais on s'aperçoit qu'il y en a quand même 28 à peu près qui sont des consultants. Donc, ils sont habillés pareil, ils travaillent dans le même bureau, mais c'est pas donc, il y a beaucoup de monde qui font des affaires avec la société pour garder la technologie vivante. Et au fil des rapports que moi j'ai pu lire, c'est que, bon, c'était assez performant. Il y avait des cibles de réduction de personnel, il y a eu des augmentations de clientèle, mais tous les changements technologiques qu'il y avait eu jusqu'à ce moment-là semblaient avoir bien fonctionné, avoir donné des résultats. Il avait réduit les déficits sur les permis d'immatriculation, donc parce qu'il y avait eu un problème à un moment donné. Et puis, mais il atteignait les cibles selon le rapport annuel de gestion qui était de 2016, qui a été déposé par moi en 2017. Donc, on est là-dedans. Vous parlez de 28, un chiffre assez précis, 28 là, de consultants parmi les employés, ou du moins les personnes qui travaillent à la SAC. Est-ce que c'est un enjeu qui est soulevé, l'expertise interne dans vos discussions, vos échanges avec le CA, la PDG et autres? Ça demeure, puisque c'est une modernisation. Il va y avoir un choc. T'sais, on le sait qu'il va y avoir un choc parce que les nouveaux statuts d'emploi ne correspondent pas aux employés que tu as. Tu as des employés qui ont des talents et ils ont de l'expertise sur des modèles d'affaires qui ont été développés depuis plusieurs années. Donc, c'est des technologies passées. Là, il arrive avec un logiciel intégré de service. Donc, toute la bébelle va changer. C'est pas un petit groupe qu'on améliore. C'est pas le service des permis qui s'améliore ou le service seulement des immatriculations ou le service seulement d'assurance des personnes. Tout va changer. Et donc, la difficulté, c'est d'engager du monde avec des architectes en technologie ou de la sécurité, avec des gens qui sont là, mais que c'est pas ça leur job complètement. Donc, on le sent qu'il va y avoir quand même des changements importants au sein de l'organisation. Et ça montre le niveau de préoccupation. Quand on dit, oui, OK, là, en plus, dans le contrat qu'ils vont signer, on sait que la société s'est engagée à partager le risque et à fournir des ressources. Mais elle va fournir des ressources dont les talents sont à bâtir, ou avec d'autres expertises ou d'autres personnes que ceux qui sont là. Et ceux qui sont là vont nécessairement, en tout cas, avoir quelques casse-têtes pendant quelques semaines parce que le dialogue change, le discours change et les organigrammes changent. Donc, ça heurte des individus
et il va y avoir certainement des conflits. Donc, on ne pense pas que ça va se régler sans problème. Je vais vous poser une question. Là, je vous en tiens pas au garde, parce que la fonction que vous occupez et le temps que ça fait, mais vous parlez de la clause de partage de risque. Est-ce qu'à ce moment-là, on vous explique c'est quoi? Et si oui, est-ce que vous vous rappelez? La seule notion de partage de risque, c'est de fournir toi-même des ressources. Donc, en disant, je vais fournir des ressources dont des postes sont identifiés, mais dont on n'a pas les personnes appropriées. Donc, ils doivent aller. Il y avait eu quand même l'autorisation du Conseil du Trésor à ce moment-là, quand on signait le contrat, qu'il allait avoir besoin de ressources additionnelles et des équipements. Bon, ça, c'est une autre affaire. Ça. Une fois que tu aurais les équipements, c'est les individus. Alors, donc, il fallait qu'ils se représentent devant le Conseil du Trésor, que les finances publiques le permettent, et qu'ils puissent, donc, sur une période prévue, respecter l'engagement des engagés, puis après ça, diminuer le ratio de ces personnes engagées pour baisser nécessairement la pression sur le budget et respecter leur engagement, donc avec le groupe qui avait été sélectionné. Vous avez également mentionné, je reviens sur votre réponse, là, que dans les discussions par rapport à CASA, la grosseur, l'envergure du projet est discutée. Oui, définitivement, parce que, bon, même si c'est pas rendu public, quand tu fais des appels d'offres, tu dis pas que ça va se conclure à tel prix. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à ça? C'est plutôt, voici, la démarche est quand même, quand je leur disais tranquillement, pas vite, là, des préqualifications de services, des appels d'offres combinés, des services professionnels et des équipements, des évaluations, des dialogues compétitifs. Donc, tout ça est mis en place pour arriver donc à trouver la façon dont il va le faire. Et quand on change la façon dont on nomme les choses, on doit se questionner deux fois. Alors donc, c'est sûr que moi, on est nerveux quand on signe des notes de changement. Puis nécessairement, il faut aller convaincre le Trésor, puisqu'il y a des gels d'effectifs. Et à ce moment-là, bien, il faut s'assurer qu'ils puissent rencontrer la échéance. Je pense qu'ils jasaient plus avec le Trésor qu'avec les transports. Est-ce qu'on est au stade contractuel? On est au stade du contractuel. Est-ce qu'on va vous informer, lorsqu'en juin, on signe le contrat, du montant? J'ai certainement, dans la présentation PowerPoint, il y avait sûrement le processus qui était démontré. Mais quand ils sont embarqués dans les préqualifications, soit que ça s'est fait avant moi, si ça s'est fait sous mon régime, mettons que la société agissait dans son pouvoir, qui était de se rendre jusqu'à la signature d'un contrat. Et la signature du contrat, ce que je peux lire, c'est que ça s'est fait le 14 juin 2017. Moi, ils ne m'ont pas appelé pour me dire, voici, là, on a signé le contrat, il nous reste une étape, c'est d'aller au Conseil du Trésor. Donc, c'est dans l'été de 2017, avant que je termine, parce que je pensais terminer en mois de juin. Quand ça fait 5-6 mois que tu remplaces un ministre démissionnaire, tu penses qu'à un moment donné, le premier ministre va régler la question, mais comme probablement la loi sur le REM n'était pas terminée, donc j'ai passé l'été à faire de la loi et le début de septembre pour la conclure. Donc, c'est là que j'ai signé mes dernières notes vers le mois d'août sur Si le mes notes régime sont d'emploi. exactes, mais à ce moment-là, vous cumulez 2 ministères? Oui. À partir de janvier, donc, j'ai 2 ministères à clientèle, dont l'autre étant une démarche avec des colloques régionaux. Ouais. Et pour le ministère des Transports, le projet phare sur le REM et l'électrification des transports, des conventions internationales ici à Montréal, des congrès, l'ensemble des clientèles des transports régionaux qui avaient moins de budget. Donc, il y avait beaucoup de rencontres. Il y avait beaucoup de rencontres. Alors donc, pendant 5-6 mois, tu dis, bon, peut-être qu'un remplacement d'un ministre démissionnaire, d'un ministre Paradis ou à l'agriculture, peut-être que dans 2-3 mois, on va avoir réglé ça. Le premier ministre va avoir désigné un deuxième. Mais donc, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, à toutes les fois que j'ai eu l'occasion d'être ministre de deux ministères en même temps, et souvent, presque tout le temps, l'agriculture en deuxième, puisque je l'avais déjà fait, ça a toujours duré 6 mois. Fait que je m'étais dit 6 mois au moins. Fait qu'on a pesé sur le gaz dans les 2 ministères. Donc, on rencontrait les clientèles. Donc, si je reviens au contrat, là, donc, vous n'avez pas de souvenir qu'on vous dise ça? Non. On a signé pour 458 millions. Non, c'est ça. Je n'ai pas été avisé au mois de juin que le contrat avait été signé. Donc, même en me forçant l'esprit, là,
Il n'y a pas eu de ce genre de discussion-là. Moi, je pense que la société était dans son droit, par exemple. Elle n'avait pas besoin de m'appeler pour me dire on a signé le contrat. Leur travail, c'était ça. Donc, ils ont eu les autorisations du gouvernement d'en signer un. Ils ont fait les évaluations. Ils ont fait les appels d'offres. Il y a eu des arbitrages à la fin pour la négociation. Ils ont eu l'autorisation de le signer. Et puis, avec les conditions qui étaient d'aller chercher des ETC, on peut utiliser le terme, donc des ressources supplémentaires. Et je comprends qu'à ce moment-là, les demandes d'emprunt, c'est pour donc financer ce projet-là. On va y venir dans quelques instants. Donc, vous aussi, juste que ça soit clair, il n'y a pas de document qui est signé au niveau du MTQ, parce que je comprends qu'il y a les autorisations. Ma prochaine question va être qui les donne, mais tu sais, je m'en vais, moi, je fais un appel au marché, puis là, ça a été 458, mais si c'est 822, ça prend sûrement quelqu'un qui dit que c'est correct ou pas nécessairement, vu que c'est une société. Bien, je pense dans l'autonomie de la société, puis dans sa relation avec le Conseil du Trésor, nécessairement, à partir du moment qu'ils sont à l'intérieur de leurs paramètres, ils ont conclu le contrat. Et puis, il n'y avait pas besoin de monter au Conseil des ministres pour dire « j'ai signé un contrat ». Donc, ils étaient à l'intérieur de leur juridiction. C'est ce qu'ils ont fait. Par la suite, pour respecter leur engagement contractuel, ils ont dû aller au Conseil du Trésor pour dire « voici, j'ai besoin de mes ETC », c'est-à-dire 144 personnes, ça va être dégressif sur un certain nombre d'années. Et donc, c'est ce que le Trésor a pu confirmer au moment où moi j'ai été là. Est-ce que vous avez dit, je ne l'ai pas su en juin, est-ce qu'avant votre départ du ministère en octobre, est-ce que vous êtes informé de la hauteur du contrat? L'aspect du 458 millions, honnêtement, je ne sais plus si c'est à force de vous écouter à TV ou c'est... Il me semble que c'était un peu moins que le chiffre que j'avais en tête. Mais il était assez gros pour me faire peur. En disant, OK, quand on est rendu d'un 300-400 millions, ça mérite quand même une attention. Mais je me souviens pas si le chiffre était 458 millions comme tel. Peut-être que je vous ai trop écouté à la TV, honnêtement, là, parce que j'ai l'impression que moi aussi, que je connaissais ce chiffre-là. Alors... si je dis 370, est-ce que... Ça ressemblait peut-être plus à ça. Oui, dans ces... C'est ça. Mais, tu sais, on parle d'il y a 8 ans, 360 milliards, des projets... Il n'y en a pas eu 1000 projets du gouvernement informatique, puis 2 d'entre eux ont très mal été. À partir du parle, tu sais, moi, avec 10 millions, on faisait pas mal de routes. Fait qu'avec 360, 370, 380, je trouvais que c'était quand même un gros chiffre pour un parc informatique. Et des ressources. C'est pas seulement les outils, c'est tout ce qui va avec, la nouvelle ingénierie. Des personnes avec qui vous avez des contacts fréquents, j'imagine Mme Tremblay, est-ce que M. Leclerc aussi, c'est quelqu'un... Oui, Dave Leclerc, que j'ai rencontré, qui a dû être son nom maintenant, puisqu'il est décédé. Donc, c'est les 2 personnes principales qu'on rencontrait. Parce qu'eux aussi avaient le devoir de me conseiller. Leur responsabilité, c'est de conseiller le ministre des Transports sur les modifications au Code de sécurité routière. Fait que on a eu des rencontres au cabinet sur ces aspects-là. Mais c'est pas moi qui ai donné suite à ça, étant donné que l'agenda est occupé par régler Uber, régler le REM et la Société d'assurance automobile qui faisait donc son déploiement de sa mise en place, de la modernisation par les technologies de l'information, qui cadrait dans le gouvernement s'était donné l'ambition aussi de renouveler ces technologies de l'information, mais d'être une société plus moderne. La société avait levé la main puis avait proposé son plan de technologie. Encore une fois de mémoire, là, je comprends que ça fait un certain temps, mais à quelle fréquence vous rencontrez? Est-ce que ce sont des rencontres statutaires ou au besoin en fonction de... C'est au besoin, au besoin. J'avais pas un agenda. Moi, dans l'année que j'ai vécu là, j'avais pas un agenda Société d'assurance automobile. J'avais un agenda REM. J'avais un agenda Uber, parce que même quand les problèmes ont été réglés, ça ne s'est pas réglé si facilement que ça non plus. À tout bout de champ, ça revenait à savoir la légalité de tout ça, les contestations. Donc, c'est pas... Moi, quand on m'a reparlé de la Société d'assurance automobile, c'est pas quelque chose qui a marqué le temps que j'étais là, à part le fait qu'il y avait un processus, il avait l'air à respecter les règles, il avait l'air à faire les demandes correctement,
Ça avait l'air à changer de temps en temps, mais il faisait des démarches qui étaient donc autorisées par le Conseil du Trésor. C'est toujours... Donc, ça veut dire qu'il demandait des choses qui étaient mesurées, pesées, et par la suite, selon la disponibilité de l'État, il autorisait ou pas les demandes. Quand on vous présente, tantôt vous avez parlé d'une présentation de type PowerPoint, est-ce qu'on fait état des différentes dérogations qui ont été obtenues par rapport au projet? Tantôt vous avez parlé pour le contrat, là, donc on parle, ça c'est le CT 2015. Mais vous, est-ce qu'on vous parle de d'autres dérogations? C'est quoi l'état du dossier par rapport à ces particularités? Moi, ça ne m'a pas marqué, ça m'a surpris. Bon, qu'il y ait un statut particulier en partant de façon... comment est-ce qu'il disait ça? Donc, je n'ai pas trouvé le mot exact pour souligner, là. Alors, les modalités ils ont donné un cadre pour conclure une entente qui sortait des terrains battus, qui par la suite a été corrigé, je pense, mais en partant, ils ont eu un processus différent que d'autres pourraient avoir. Alors, mais ça avait été autorisé par le gouvernement. Alors, donc, c'est sûr qu'ils m'ont pas fait état de ça en partant. On reste toujours surpris de l'apprendre après. Ah oui, tu avais un cadre particulier, puis c'est peut-être pour ça que ça chemine, puis tu n'entends moins parler. Mais nécessairement que quand j'arrive, puis que là, on est aux affaires, c'est plutôt les régimes d'emprunt, puis c'est les échéances. Ah, ça finit au 31 décembre, bien là, il faut que tu le signes tout de suite parce que j'ai plus la capacité d'emprunter ou de payer pour le mois d'après. Je vais juste, Madame l'assistante greffière, des documents que j'ai rajoutés ce matin, là. C'est la pièce 24P57. Parce que tantôt, vous avez parlé que le Trésor agit comme chien de garde, mais ici, il y a une dérogation qui est obtenue en 2014. Puis je vous la résume, là. Premièrement, c'est l'article 16, Madame l'assistante greffière. Donc, je vais lire là, les parties intéressantes. On l'avait vu avec M. Gaudreau, oui. Mais je pense que c'est important, cet article-là, pour les fins de nos travaux. C'est en deux temps. On dit d'abord, tous les projets doivent faire l'objet d'un suivi régulier d'avancement. On parle de coûts, d'échéanciers, de portée, dont le résultat doit être présenté aux dirigeants d'organismes. Après ça, on dit toute problématique anticipée, liée notamment au respect des coûts de l'échéancier. La portée d'un projet doit être portée à l'attention du dirigeant d'organisme et faire l'objet d'un plan de redressement qui lui est présenté sans délai. Il y a peut-être la partie ici d'autant plus importante, tout projet dont le coût autorisé est supérieur à 1 million de dollars et en regard duquel le dépassement ou la perspective de dépassement des coûts atteint le moindre entre 10 % du coût initial autorisé ou 500 000 $, de même que tout écart à la portée d'un projet incluant des fonctions communes gouvernementales devront être portés à l'attention du DPI ou d'un DRI selon l'organisme public concerné. Donc, on parlait de dirigeant d'information. Selon. Et donc, ça, c'est l'article. Qu'est-ce qu'il dit? Ils obtiennent une dérogation. Et maintenant, on est à la pièce 56, à page 2. Et sensiblement, ce qu'on va permettre, c'est qu'on va remplacer dans le texte dirigeant d'organisme et DPI par autorité désignée par la Société d'assurance automobile. En d'autres mots, moi, comment je l'interprète? C'est qu'on dit, bien, s'il y a des dépassements de coûts, des délais supplémentaires ou des changements de portée, bien, au lieu d'avertir le Trésor, je vais avertir quelqu'un que je vais désigner, moi, organisme. Et évidemment, l'histoire va démontrer que c'est quelqu'un à l'interne, et donc c'est plus le Conseil du Trésor. Est-ce que la SAC ou quelqu'un de votre ministère ou du cabinet vous souligne cette dérogation-là lorsque vous êtes en fonction? Moi, honnêtement, je me souviens pas que ça a été porté à mon attention. J'étais quand même surpris de voir après qu'il y a eu un processus qu'il y a eu pour la modernisation des règles de gouvernance et de gestion de ressources qui a été revues. Et on dit qu'une plus grande imputabilité. On est quand même à ce moment-là dans la commission Charbonneau. 2014-2015, le rapport a été déposé en 2015. Nécessairement les grands projets puis sur la reddition de comptes, sur l'administration, l'utilisation des biens. Tu sais, ça fait quand même partie là, de tous les contrats publics. C'est un contrat public. On sort de la commission Charbonneau.
Même à ce moment-là, en 14, on est dedans. Puis en 15, ils vont déposer le rapport avec la création de différents organismes de surveillance. Donc, surveillance-contrôle, ça fit plus avec la période du temps. Le processus m'a étonné de voir qu'à ce moment-là, même, on donnait un cadre particulier. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce moment-là que le cadre rigoureux de base soit appliqué, mesuré, vérifié, que tout le monde garde les yeux toujours sur la POC, comme on dit au hockey. Alors donc, ça semblait être parti. Donc, j'étais surpris de le voir. Moi, ça n'a pas... je me souviens pas qu'on m'ait mentionné. Je dis pas que ça n'a pas été fait, mais ça m'a pas marqué. Mais ça m'a surpris, 8 ans plus tard, de le relire. Oui, vous n'avez pas de souvenir, mais si on vous présente ça, est-ce que c'est quelque chose d'anodin pour vous ou c'est quelque chose qui... Non, c'est même... En lisant les notes explicatives, la dernière note qui a été allée au Conseil du Trésor, qui était montée par la Société, donc 8 ans plus tard, je regarde ça avec d'autres yeux en me disant, ah oui, dans un contexte, il faut le dire, rappelons-nous, 14-15, on était dans la période où tous les yeux sur les fonds publics, les contrats, la collusion, tout ça, là, tout le monde marchait de peur à savoir qu'après ça, quel organisme qui va donner un contrat public va avoir aussi comme reddition de compte. Jusqu'à toutes les notes que j'ai pu suivre, la Société semblait avoir suivi ces règles-là. Mais c'était aussi son premier grand projet. Mais il y avait quand même, il dépensait de l'argent là, dans ce ministère-là au niveau du renouvellement du parc informatique. Donc, c'est quelque chose qu'on doit garder à jour. Alors, oui, la modernisation a amené une nouvelle ingénierie et l'ensemble de la société allait être revisité. Donc, tout le monde allait y passer. Alors, donc, l'imputabilité, là, je n'ai pas vu les outils qu'ils avaient pris pour avoir une plus grande imputabilité que celle qu'on a normalement dans les contrats publics. Quelques mois plus tôt, on va demander là, une dérogation pour avoir un contrat, là, des modalités d'appel d'offres. Oui. Différentes. Et on va estimer à ce moment-là, au début là, du dossier, un montant de 200 millions, c'est-à-dire 125 millions contractuellement, puis un 75 millions à l'interne, dans un CT là, de 2015. Est-ce qu'on vous informe de ça, qu'on pensait que ça allait coûter 200, mais que ça coûte un peu plus cher? Moi, on ne m'a pas fait une présentation à savoir des étapes qui avaient été réalisées. Avant? Non. Tu sais, je me souvenais et que ça avait commencé en 13-14, dans lequel ils voulaient moderniser, puis par la suite, avec la stratégie gouvernementale, dans laquelle ils avaient levé la main. Honnêtement, à cette période-là, moi, je m'occupais d'autres choses. Ouais. Quand j'arrive en poste, on ne me fait pas la nomenclature de tout ce qui s'est passé depuis le début en disant, on regarde en avant. On est rendu à telle étape. Bon, là, ils ont eu 3 ministres en ligne. Je peux comprendre là, que toutes les fois, le cahier ne doit pas beaucoup changer. Mais qu'eux, ils avancent dans le processus, puis ils ont eu des autorisations. Alors, est-ce qu'ils se sentent obligés de me dire, voici, on a un processus particulier, on a eu des autorisations telle million, on est rendu à telle étape? Non. Là, on est rendu en octobre. On a besoin du régime d'emprunt pour décembre 2016, qui est le même que l'an dernier. Et en 2017, là, ils vont demander, parce qu'ils arrivent à la conclusion du contrat, ce que je comprends dans la lecture des documents qui m'ont été soumis, c'est que là, ils ont besoin vraiment des effectifs. Et là, ils ont besoin d'un cadre plus large. Et puis, donc, parce qu'ils l'ont signé, le contrat. On peut peut-être y aller justement avec ces pièces-là. Donc, Mme l'assistante greffière, la pièce 46P338, qui est la note ministérielle pour le renouvellement du régime d'emprunt. Je vais comprendre là, que cette note-là est datée du 16 novembre 2017. Vous avez quitté déjà depuis un mois, mais on ne prépare pas ça du jour au lendemain. Donc, vous êtes quand même informé de cette note-là. Et c'est l'onglet 1 de votre Oui, bien, j'ai vu que le CT était... Moi, j'étais surpris. Bien, j'étais surpris. Arrêtez de dire que j'étais surpris, mais je ne pensais pas l'avoir signé. C'était en juillet. Donc, ce que je comprends, c'est parce que le conseil d'administration va passer sa résolution. Puis après que, bon, ils ont monté le CT, ils sont allés au Trésor se valider. J'ai signé comme de quoi on allait aller défendre cette position-là. Puis par la suite, le conseil d'administration l'a adopté. Puis après ça, il y a eu la note ministérielle que ça avait été adopté. Ce que je comprends, c'est que le processus
semble avoir été fait comme en 3 étapes, vu qu'il y a une société d'État. Donc, je pensais que les résolutions venaient avant, mais non, il semble que ce sont venus après. Moi, j'ai signé la note, là, ce qu'on indique au mois de juillet. Et puis, ça doit être monté au Conseil du Trésor par la suite. Et puis, il y a eu leur autorisation. Ils ont soumis au conseil d'administration. Ils ont passé la résolution. Après ça, ils ont fait la note finale, ce que je crois comprendre. Parfait. Donc, on voit là, l'écran, la note ministérielle de Nathalie Tremblay, d'après la PDG. Donc, on veut, pour l'exercice financier, là, après le 31 décembre 2017, avoir notre régime d'emprunt qui passe de 400 à 704. Donc, on ajoute la ligne de crédit, en guillemets, de 304 millions. Est-ce que je comprends bien? Ça semble être ça. Quand on lit la documentation, c'est pas clair dans la ventilation à quoi servent. T'sais, au début, là, le régime d'emprunt de l'année d'avant, en 2016, quand on le renouvelle pour 1 an, c'est vraiment pas le projet là, qui est en cours. Par la suite, quand tu regardes le 704, la ventilation n'existe pas dans la répartition. À quoi ça sert? Donc, on comprend les 644 ETC, ça a un impact de 50 millions, je pense, par année. Là, il y a une certaine période d'année, puis ça va être dégressif là, pour retrouver un ratio qui était dans l'engagement. Mais tu sais, je ne vois pas, ça sert. Est-ce que ça sert à acheter des choses? Est-ce que c'est plus haut prévu? Est-ce qu'ils ont besoin de plus de ressources? Honnêtement, le 704, j'ai beau additionner, là, il y a eu comme 3-4 pages de colonnes et de chiffres. J'ai beau les additionner, les soustraire, c'est pas comptable, mais là, puis j'ai pas pu re-questionner, évidemment, quand j'ai eu la note. J'ai pu affaire aux professionnels pour me dire, pouvez-vous me donner la ventilation du 704? On dit dans le document que oui, il y a le 400 millions pour le régime d'emprunt, mais à la fin, la recommandation que signe Mme Tremblay, après que je suis parti, on parle plutôt de 704. Est-ce que je peux présumer là, que pour arriver avec un document comme ça, il y a une ventilation qui doit exister quand même? Au Trésor, puisque la discussion au Trésor à ce moment-là, c'est de dire aussi, vous savez, il va y avoir besoin de plus de ressources. Et dans le PQI, là, le Plan québécois des infrastructures, nécessairement, ils s'attendaient d'avoir des sommes additionnelles parce qu'ils présentaient un plan 17-27. Alors donc, quand tu demandes de l'argent vient de quelque part, il faut que Finances et Trésor s'entendent pour leur donner les ressources pour répondre aux besoins contractuels qu'ils avaient. Et quand on lit la note du Conseil du Trésor, ça dit que ils seront sensibles ou à l'écoute des projets ou des demandes de la société dans ce sens. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on arrive à ce chiffre-là, qui est différent du 400 millions que moi j'ai connu? Là, j'ai pas la réponse parce que je ne peux pas questionner maintenant ces personnes-là ou qui me donnent la justification. Est-ce que vous vous souvenez si l'année d'avant, vous vous rappelez l'avoir signé, vous l'avez mentionné tout à l'heure, est-ce que vous vous rappelez que le régime d'emprunt augmentait également? Le régime d'emprunt que moi j'ai reconduit en 2016 était le même que celui de l'année précédente, 2015. Nécessairement, il n'était pas rendu au final, c'est-à-dire quand parce que le contrat va signer le 14 juin, nécessairement, ils ont accepté les qualifications, ils ont accepté le processus, ils ont conclu le contrat et là, leur part d'engagement sur les ETC, mais aussi, il y a de la quincaillerie qui est achetée là-dedans. Là. Il y a des processus, puis il y a des transferts, puis il y a une période de transition. C'est pas aujourd'hui, c'est blanc, puis demain, c'est noir. Là. C'est que ça va prendre quelques années à mettre en place pour arriver au résultat final. Est-ce que c'est en prévision de ça? Parce que le régime d'emprunt prévoit un montant maximal. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le dépenser la première année, mais... le crédit, dans le fond. Et ça, donc, c'est toujours sous forme de... soit à court terme, puis ils ont du long terme, ils ont l'autorisation de faire les deux choses. Donc, ils ont le plafond est changé. Là, ce qu'on peut voir, c'est que le plafond a changé. Maintenant, quand ils vont l'utiliser, c'est sur les périodes qui vont suivre, sur les quelques années, pour mettre en place ce régime-là, ce logiciel-là, avec la... Donc, pour arriver au jour J où ce que tu payes sur le piton, puis que ça fonctionne. Je dois comprendre, on essaie de comprendre au-delà du programme la dynamique pour peut-être faire des recommandations pour qu'il y ait peut-être moins d'angle mort. Mais ces échanges-là,
sont autorisés par vous? L'augmentation du régime d'emprunt, est-ce qu'il est autorisé ou c'est plutôt on vous informe parce que vous êtes ministre responsable? Oui, en fait, les crédits ne viennent pas du ministère des Transports. La première chose, moi, j'ai mes crédits qui me permettent pour entre 1 et 2 milliards de dollars de faire des routes, des ponts, des améliorations à la chaussée, de la prévention, etc. Donc, en partant, leur premier boss, que je dirais de même, c'est bon, ils sont obligés de passer par moi parce que je suis ministre titulaire et responsable, ministre de tutelle de la société. Mais les fonds viennent vraiment du Trésor et des Finances, c'est seulement par un contrôle des revenus, l'autre contrôle les dépenses, mais ils doivent passer donc par Trésor. Donc, moi, je co-signe la note, mais toute l'analyse, le détail, l'information est montée vraiment par la société. Le contenu, les étapes. De toute façon, ils sont en accompagnement quand on regarde l'ensemble de la documentation. Ça fait déjà quelques années qu'ils travaillent ensemble pour être capables d'élaborer le processus, après l'avoir autorisé. Après ça, ils font leur démarche. Mais toutes les fois, Trésor demande aussi des redditions de comptes. T'es rendu où dans ta baisse d'effectifs de tes ETC? Est-ce que tu as atteint tes cibles? Est-ce que tu as réduit ton déficit sur les permis? Et bon, on va voir dans le rapport annuel de gestion que oui, selon la vérificatrice générale, ils respectent les principes comptables généralement reconnus et le rapport est fidèle. Il y a eu des réductions de déficit. Ils ont atteint leur cible de TC telle qu'ils avaient promis l'année d'avant. Donc, moi, ça me rassure aussi de voir là, que la société elle a l'expertise de faire ça. Il y a une compréhension entre le Trésor et la société. Et donc, la documentation est livrée à temps. Les rapports de gestion sont déposés annuellement. Quand je quitte, moi, le dernier rapport de gestion de 2016 a été déposé. Par la suite, je pense que c'est devenu plus compliqué. Mais donc, moi, j'ai déposé le rapport annuel de gestion donc en 2017 pour l'année 2016. On va passer maintenant à la pièce, là. Je sais que j'ai la bonne cote, là. 46P 340, qui se trouve être le CT 218-058 du 29 août 2017. Quand vous en avez fait état, c'est en fond c'est l'onglet 3 de votre cahier. Sensiblement, là, on dit qu'on augmente le nombre de TC de 144 avec une stratégie de décroissance sur 5 ans. Oui. Pour faire vite, là, je comprends que ça, on dit qu'on a besoin d'employés pour environ 5 ans pour contribuer à notre effort de guerre, entre guillemets, pour le volet de partage de risque que vous avez expliqué tout à l'heure. Exactement. Exactement. Dans ce même document-là, puis je vous invite à le prendre dans le premier encadré, un contexte de la demande, le quatrième et cinquième paragraphe. Ça, c'est un document que vous avez signé, je comprends. Oui. Le 17 en juillet, hein? Oui, le 12 juillet 17, comme vous avez mentionné tout à l'heure. On dit, et là, je suis comme quatrième paragraphe dans un contexte de la demande. Je ne sais pas si Mme l'assistante greffière peut y aller. Vous pouvez peut-être le lire en attendant que... Madame l'assistante greffière, est-ce que... C'est l'onglet 3 du cahier de pièces. Parfait, merci. Contexte de la demande. Oui. Donc, on va revenir à la page 1, afin d'assurer. Exactement. Parfait, merci. On peut descendre un tout petit peu. D'accord, merci. Donc, on dit, afin d'assurer le succès de cette modernisation, les règles de gouvernance et de gestion des ressources informationnelles ont été revues. Et là, on réfère à un CT du 18 février 2014, qui fait CT qu'on a vu tout à l'heure, notamment pour la dérogation à l'article 16 des règles du Trésor en matière de dossiers informatiques.
Et on dit une plus grande imputabilité a été mise en place, de même qu'un mécanisme indépendant de surveillance sur l'utilisation des fonds et de consultation de la population similaire à celui existant pour des contributions d'assurance. Le gouvernement a également autorisé la société à conclure un contrat selon un processus d'appel d'offres comportant des modalités particulières permettant d'assurer la qualité des produits et des services professionnels retenus pour la modernisation de ce système, tout en respectant les principes énoncés à l'article 2 de la loi sur les contrats d'organismes publics. Et à la fin du paragraphe suivant, on va dire que le contrat avec l'Alliance a été conclu le 14 juin. Ma question, on a vu dans des choses qu'on a traitées, mais est-ce qu'on vous pose des questions ou est-ce qu'on fait état des règles de gouvernance qui ont été mises en place afin de s'assurer que la bonne réussite du projet? Moi, ça ne m'a pas frappé à l'esprit. Comme je vous dis, à partir du moment qu'ils ont eu les autorisations des régimes d'emprunt, de lancer le processus de signer, de convenir d'une entente, de conclure un contrat, le gouvernement a donné l'autorisation de conclure le contrat. Donc, ça veut dire qu'il avait passé toutes les étapes. La gouvernance, moi, la seule affaire que j'ai pu voir, c'était dans le rapport annuel de gestion. Parce qu'il y avait un comité sur les technologies, donc une espèce de, je ne sais pas si c'était un comité de surveillance, mais on n'est pas revenu sur le cadre là, ou cette particularité-là parce que ça n'avait pas été mentionné comme ça. Le nouveau processus sur l'imputabilité est suivi. Parfait. Pour finir avec ce document-là, pardon, à la page 4, dans l'encadré source de financement. Parce que c'est quelque chose, pendant que Mme l'assistante greffière y va, c'est quelque chose qu'on voit souvent, on l'a effleuré tout à l'heure, on va écrire, pas souvent, tout le temps presque, dans les CT et décrets qui visent la SAC, que ça ne requiert pas de crédit budgétaire. Ce que je dois comprendre, c'est parce que puisque c'est financé par soi-même, bien, là, je vais faire attention à mon choix de mots, mais l'argent est important pour le gouvernement, donc le fait qu'il n'y a pas besoin d'argent supplémentaire, c'est sûr que ça aide à passer des différentes demandes. Puis corrigez-moi, je ne veux surtout pas m'exprimer, mais vous comprenez l'essence de mon propos. Là. Si je viens de demander de l'argent, bien, il y a d'autres considérations que je n'ai pas à avoir si c'est autofinancé, on pourrait dire ça de même. C'est ça. Donc, effectivement, à partir du moment qu'un organisme qui enclenche un processus de modernisation, qui présente un cadre financier, budgétaire, puis rappelez-vous que dans ce temps-là, on s'est quand même assez fait taxer de resserrer les dépenses de l'État. Moi, la seule affaire qui me rassurait, c'est de dire, bon, OK, la société, selon le Trésor, jusqu'à maintenant, les résultats sont probants, la société respecte ses engagements, à compléter son processus, à respecter ses cibles. Donc, probablement que pour le gouvernement, c'était rassurant de voir que, quand même, il était un bon élève dans les démarches antérieures jusqu'à l'attribution des contrats. D'avoir leur propre crédit, comme je le dis, nous aussi, on se dit, bon, ils ont un régime d'emprunt, ils ont un plan, il a été accepté, il reste à le déployer, et c'est dans le déploiement, M. le juge, qu'on va découvrir que ça n'a pas si bien été que ça. Ça semble avoir pris un certain temps avant de s'en rendre compte, mais c'est la question qui se pose toujours quand on a un cadre financier, la journée qu'on le dépasse, c'est qui paye? Parce que tout ce monde-là continue d'être payé. Bon, ils prennent l'argent où si tu n'es plus à l'intérieur de ton cadre financier? Ils sont retournés au Trésor, ils ont demandé des sommes additionnelles. Là, l'histoire, pour moi, s'arrête là, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là pour le dossier. Pour le dossier. Parfait. On va passer une lettre à la pièce 341, donc 46P 341, donc lettre du 13 mars 2017 de Mme Saint-Hilaire. Juste faire attention. Moi, j'ai regardé la pièce, je l'ai eu d'avance. Là. Je ne sais pas ce que vous avez, mais moi, j'ai des signatures, j'ai des courriels. Moi, j'ai rien de caviardé. J'espère que ce qui va être présenté va être caviardé parce que là, il y a du nominatif personnel. Je veux juste m'en assurer. On l'a reçu. Caviardé. On a reçu la partie. Merveilleux. Je voulais juste, avant de faire des impairs, parce qu'on a déjà fait le printemps dernier. C'est chose qui non, effectivement, les on va être instructions prudent, données. surtout quand c'est des adresses personnelles. Oui. Merci. Est-ce que, Mme l'assistante greffière, vous avez la version caviardée?
Parfait. OK. Donc, on peut... c'est une lettre, je vais la contextualiser, je vais me permettre d'en faire la lecture, et je vais avoir quelques questions. Donc, c'est une lettre du 13 mars 2017 qui est destinée à M. Pierre Moreau, qui est responsable de l'administration gouvernementale, de la révision permanente des programmes et surtout président du Conseil du Trésor. Et vous, M. Laurent Lessard, comme ministre du Transport. Et ça s'appelle « Enjeux majeurs à la Société d'assurance automobile du Québec ». Monsieur, je vais la lire, là, vous m'excuserez, c'est un peu long, mais c'est assez pertinent, je considère long. Messieurs les ministres, je porte respectueusement et confidentiellement à votre attention une situation problématique concernant la gestion des contrats en services informatiques à la SAC. Je tiens à vous informer qu'une situation sérieuse à laquelle je suis confronté en tant que cadre 2 de la fonction publique à l'emploi de cet organisme. J'ai été engagé à titre de directrice générale à la SAAQ le 5 janvier 2016 pour exercer les fonctions de directrice générale de la planification et de la performance, DGPP, sous la direction immédiate du vice-président des technologies d'information, VPTI, M. Carl Malenfant. Dans ces fonctions, je suis responsable des stratégies de la VPTI, de sa gouvernance, du bureau de projet et programme, ainsi que de la gestion administrative dans son ensemble. À titre permanent ou de permanent, j'œuvre au sein de la fonction publique depuis 2002 et en tant que cadre depuis 2011. À ce titre, je vous écris afin de porter à votre attention certains événements relatifs aux points suivants, et on va identifier 5 points, donc la gestion des contrats, les conflits d'intérêts, l'éthique, la loyauté envers l'État, les impacts personnels, afin que vous puissiez avoir une compréhension plus claire et exhaustive de ces points, je l'écris plus bas. Avant tout, j'aimerais signaler que M. Malenfant est entré en fonction à l'été 2013 à la titre de VPTI à la SAC. En plus de cette fonction, la présidente de l'organisme, qui est Mme Tremblay, lui a confié le mandat de la réforme de la SAC, projet d'environ 1 demi-milliard, avant d'être nommé à la SAC comme VPTI. M. Malenfant œuvrait à titre de vice-président pour la firme R3D. Dans le passé, il a aussi mis en place une solution informatique nommée SAP à Hydro-Québec en tant que responsable de ce projet. Voici les faits relatifs aux 5 points cités plus haut. 1. Gestion des contrats. Au préalable, je vous informe qu'à la suite de mon entrée en fonction, j'ai été désignée comme représentante de la SAC sur le comité stratégique du secrétariat du Conseil du Trésor en gestion contractuelle, passeport entreprise. Néanmoins, M. Malenfant m'a demandé d'exécuter certaines actions discutables relatives à la gestion contractuelle. Plus bas, je décris 4 exemples majeurs démontrant la situation. À mon entrée en fonction en janvier 2016, il souhaite faire en sorte de placer une contractuelle provenant d'Hydro-Québec sur un poste permanent de directrice générale, mais sans concours. Suite à des discussions avec ma prédécesseure et la VPRHFP, donc la vice-présidence des ressources humaines, des finances et de la performance, j'ai informé M. Malenfant des impacts d'engager cette contractuelle d'Hydro-Québec sur ce poste de structure. Il est tout de même allé de l'avant. En février et mars 2016, il exige de faire ouvrir les 3 soumissions du projet de la refonte de la SAC, et ce, avant l'échéance prévue à cette fin. J'ai dû rencontrer le VPTI, M. Malenfant, à 3 reprises avant qu'il ne renonce à l'ouverture des soumissions et qu'il cesse de me mettre sous de la pression pour les faire ouvrir. Par ailleurs, avant la 3e rencontre, son conseiller stratégique et moi-même, nous sommes allés rencontrer le conseiller stratégique des ressources humaines pour nous entendre sur une vision concertée. Tous les 3, nous étions en accord à ne pas ouvrir pour des raisons légales, réglementaires et éthiques, les ouvrir, pardon. À titre informatif, le vice-président de la VPRHFP est le RORC, donc le responsable de l'observation des règles contractuelles de la SAC. Au début de l'exercice de mes responsabilités, M. Malenfant a donné une orientation à sa vice-présidence VPTI visant à réduire le nombre de consultants. Alors que j'amorçais la réduction de consultants au sein de ma direction générale en octobre 2016, il a mis un terme à ce mandat de réduction au sein de ma direction générale. Toutes ces personnes visées par ma rationalisation de gestion appartenant à la firme R3D étant les seuls consultants en place. Enfin, M. Malenfant octroie des mandats hautement stratégiques à des consultants R3D et Hydro-Québec, et il s'est entouré de quelques personnes de Hydro-Québec avec qui il a travaillé dans le passé. Les gens de R3D, d'Hydro-Québec et quelques autres personnes de la fonction publique forment sa, j'ouvre les guillemets, garde, fin des guillemets. 2 conflits d'intérêts. M. Malenfant octroie des contrats à la firme R3D, firme où il était vice-président auparavant. Cette firme connaît à l'avance les contrats à venir car elle œuvre auprès de lui pour tous les mandats stratégiques anticipés. Ce sont eux qui élaborent les grandes stratégies de la gestion VPTI ainsi que du grand projet de la réforme de la SAC. Normalement, cette tâche aurait dû être placée sous ma supervision et confiée au cadre ou conseiller stratégique de mon équipe de la DGPP. Un cas similaire
qui est survenu à Revenu Québec a été évoqué publiquement en janvier dernier, impliquant la firme R3D. À mon avis, M. Malenfant a mis un terme à la réduction des consultants de R3D dans ma direction générale afin de protéger les intérêts de cette firme. Les personnes d'Hydro-Québec faisant partie de sa garde, en guillemets encore une fois, sont toutes des personnes ayant mis en place le logiciel SAP ou favorables à ce logiciel. Au sein de la communauté des technologies de l'information de la fonction publique, le projet de la refonte de la SAC est questionné, ainsi que la volonté de M. Malenfant de privilégier la solution SAP. On en parle comme d'un futur SAGIR ou DSQ. D'ailleurs, en octobre dernier, parmi les 3 soumissionnaires, 2 ont été retenus, soit SAP avec un intégrateur et SAP avec un autre intégrateur. La firme Oracle et son intégrateur CGI ont été éliminés de la possibilité de participer à la refonte de la SAC. 3 éthiques. Je crois que, je le passe un peu plus rapidement, celui-là, je crois que les comportements, les positions d'influence et les propos de M. Malenfant soulèvent des questionnements éthiques relatifs au respect de ses obligations d'administrateur d'État, des divers règlements et directives en gestion contractuelle, ainsi que des meilleures pratiques de gestion au sein de la fonction publique. Ensuite, des exemples cités plus haut, il prétend qu'il veut devenir le futur président de la SAC. Il s'est dit favorisé par des autorités concernées. C'est pour ça que je passe un peu plus vite. Là. Loyauté envers l'État. M. Carl Malenfant a dénigré à plusieurs reprises les autorités telles que le SCT, le CSPQ et ses supérieurs à la SAC. Il dévalue de façon générale la fonction publique et ses membres, ne les trouvant pas suffisamment intelligents et rapides à son goût. Et là, encore une fois, là, je passe la fin du paragraphe, c'est plus dans l'anecdote. 5, impact personnel. À partir du moment où je lui ai conseillé de ne pas ouvrir les 3 soumissions du projet de refonte de la SAC, M. Malenfant a commencé à réagir de façon vive contre moi, à me reprocher d'être trop intelligente et trop performante, à reporter, voire annuler des rencontres statutaires, etc. En aucun temps, il n'a formulé une plainte ou un avertissement précis à mon endroit de façon verbale ou écrite. Puis, le 14 octobre 2016. Il m'a envoyé à la maison sans la moindre raison. Il a simplement évoqué un manque de « fit », entre guillemets, avec lui et certains de ses proches, en parenthèse, sa garde, toujours avec des guillemets. Il m'a fait escorter de mon bureau à sa sortie d'édifice par un gestionnaire des ressources humaines. Depuis, un gestionnaire des ressources immobilières était à la porte de sécurité. J'ai été traité comme une criminelle, et ce, sans justification. 2 semaines avant cet événement, je démarrais la diminution du nombre de consultants de R3D. La semaine après mon renvoi à la maison, le choix de la firme éliminée du projet de la refonte de la SAC était dévoilé, élimination d'Oracle et CGI comme intégrateur. Je me permets de croire que mon intégrité, mon éthique ainsi que mon sens d'État ne lui convenaient pas et le gênaient grandement. Depuis octobre 2016, tout en étant rémunéré, je suis détaché de mes fonctions. Je suis à la recherche active d'emploi en collaboration avec l'Alliance des cadres. Là, je passe ici le volet RH et je termine avec la fin du paragraphe. Enfin, le 26 janvier dernier, donc 2017, j'ai transmis une lettre à la présidente de la SAC lui demandant de m'aider personnellement. Cette dernière a plutôt délégué le suivi de cette lettre au RH sans aucune amélioration ne s'en suive. Vous trouvez en lettre en annexe. Et là, en conclusion, les 5 points élaborés font état d'une situation générale problématique et déplorable afin d'éviter que les situations ne s'aggravent à la SAC. Il me semble important que vous en soyez avisé personnellement ou confidentiellement, et ce, afin de protéger le gouvernement contre toute situation préjudiciable ou d'apparence douteuse. Depuis, il m'importe de prioriser une saine gestion de l'État et, conséquemment, des services de qualité aux citoyens. Je tiens à vous remercier de l'attention, etc. Et là, on va voir en annexe la lettre là, à la PDG. Je ne la lirai pas, mais sensiblement, c'est davantage sur le volet RH qu'elle s'arrête. Et on va voir aussi 2 lettres en annexe de la même pièce. Donc, le 30 mars, votre directrice de cabinet accuse réception et dit qu'elle va demander à la présidente et chef de la direction de la société de vous rencontrer et d'échanger sur vos préoccupations. Et j'ai informé de la teneur de la lettre, sans toutefois lui remettre, question de préserver la confidentialité que vous avez demandée. Et finalement, dans le document, on a le 13 avril, donc 2 semaines après la lettre de votre directrice de cabinet, et 1 mois après la lettre vous étant destinée, mais surtout près de 3 mois après la lettre destinée à la PDG. La PDG, Mme Tremblay, écrit en disant que je vous invite d'ailleurs à contacter là, Mesdames Morneau et Marchand de la direction des ressources humaines pour poursuivre votre accompagnement. Et on tient donc, ce qui est particulier, c'est que dans l'accusé de réception de Mme Tremblay, là, on dit qu'on va considérer les éléments mentionnés et qu'on va l'accompagner. Donc, excusez-moi, la lecture était bonne. Peut-être nous rappeler un peu le contexte. Vous avez reçu la lettre, puis le traitement que vous en avez fait au-delà de ce qui est écrit. Là. Oui, bien, premièrement, c'est une personne qui travaille donc avec l'organisation. Puis vous avez mentionné l'ensemble des défauts et des problèmes qu'elle rencontre.
Nécessairement, quand on a un lanceur d'alerte, on trouve ça quand même très pertinent. Donc, il y a eu une rencontre avec le Trésor. Je me souviens, il me semble qu'on s'était déplacé pour aller au Conseil du Trésor, rencontrer M. Moreau, qui était ministre responsable. Chacun a pris la responsabilité. On sortait de la commission Charbonneau. Ça fait pas tellement longtemps. Donc, quand quelqu'un lève la main en disant « je pense qu'il y a des problèmes », alors donc, bon, c'est pas à moi de le vérifier, mais m'assurer que l'organisme puisse en être saisi avec le respect, parce que la dame avait demandé quand même de la confidentialité, mais quand même, on a pu exprimer la teneur de l'ensemble de la problématique. Moi, ma responsabilité, c'était d'en saisir la PDG pour dire, voici ce qui se passe dans ta cabane, et devoir traiter correctement cette personne-là qui indique des choses, qui dénonce des choses, même si le plan de transformation pourra avoir une gestion de conflits de personnalité, étant donné qui rentre avec... puis là, il déploie des nouveaux postes, des leaders de processus, des architectes de solutions. Ça vient tasser du monde. Puis bon, est-ce que c'est devenu un conflit personnel? Ça, c'est une chose. Mais c'est l'ampleur du reste qui m'intéressait aussi. Un, que cette personne-là soit bien traitée et qu'elle trouve un emploi après, parce que là, de toute façon, il l'avait tassé. Mais que si ces choses-là étaient vérifiables, de s'assurer d'adresser avec les moyens qu'on avait, l'UPAC, l'AMP, l'AMF, etc. Donc, il y avait des moyens d'intervention. Je ne me souviens pas qu'est-ce que le Trésor a fait de sa démarche, mais moi, ma démarche était d'en saisir la PDG pour qu'elle puisse apporter les correctifs et un suivi approprié de ça. C'est ce que ma chef de cabinet a fait. Vous avez cité la lettre qu'elle a envoyée. Et je sais que la personne a été rencontrée. Bon, je pense qu'elle n'était pas contente que ce soit la PDE elle-même qui s'en occupe, mais nécessairement le référer, je pense, à ses ressources. Mais je n'ai pas eu Est-ce que par la suite, ça a été correct? Mais bon, qu'est-ce qu'elle a apporté comme changement? Ou quel mode de vérification elle a apporté? Moi, je ne me souviens pas d'avoir eu cette discussion-là avec elle en parlant de Mme Tremblay, qui était la PDG. Donc, le dernier suivi, c'est la lettre. Il n'y a pas de suivi dans le cadre d'une rencontre avec Mme Tremblay ou votre chef de cabinet? Peut-être que ma chef de cabinet a suivi ça, parce que nécessairement que c'était quand même assez gros, puis on sortait d'un contexte de commission Charbonneau. Alors, nécessairement que c'est tous des éléments qu'on considérait. Est-ce que le Trésor a fait une démarche avec l'UPAC? Là, je ne me souviens pas. Mais c'était de la nature que quand tu entends des choses comme ça, de le porter aux autorités compétentes pour qu'ils puissent évaluer la véracité de tout ça et d'entendre les parties là-dessus. Mais ça, c'est probablement fait avec ma chef de cabinet à ce moment-là. C'est pas remonté à vous? Moi, c'est quand la lettre est arrivée, on a rencontré le président du Conseil du Trésor. Puis par la suite, nos chefs de cabinet ont fait les démarches appropriées. Puis je me souviens pas de la sienne au Trésor, mais moi, la mienne, c'est de saisir la société là-dessus et qu'elle prenne des responsabilités, puis voir à mettre en place des correctifs, s'il y a lieu, si ça s'avérait véritable ou pas. C'est quoi votre réaction? Parce qu'on voit qu'elle réfère, puis encore une fois, comme c'est des allégations, l'important, c'est qu'on a un lanceur d'alerte à savoir si c'est fondé. On s'entend que sur le fait qu'il y a un lanceur d'alerte. C'est quoi votre réaction quand vous voyez, parce que tantôt vous avez dit que votre crainte, c'était de faire un SAGIR, puis là on dit que tout le monde dans le milieu parle, bien, pas tout le monde, mais le mot qui court, c'est qu'on parle d'un nouveau DSQ, d'un nouveau SAGIR. C'est quoi votre réaction? Moi, honnêtement, je suis tout le temps content de voir qu'il y a des gens qui lèvent la main pour être capables de dire. Si j'en reçois 10, c'est une chose, mais si j'en reçois la bonne lettre, même qu'il n'y en aurait rien qu'un, si la personne a constaté des irrégularités au point où ce que ça met l'intégrité, les enjeux, la collusion, peu importe, le traitement devait être approprié. Elle avait le droit, elle, d'être entendue là-dessus. Maintenant, c'est à l'organisme concerné, donc la société. Ça est arrivé au ministère des Transports. Il y a déjà eu des cas semblables avant moi, puis les gens sont allés au fond des choses pour voir si les gens avaient respecté ou pas les conditions. Et sinon, bien, ils ont eu des traitements appropriés. Maintenant, moi, je me suis assuré qu'elle soit entendue, puis que la présidente ou ses proches puissent donner suite. C'est quand même assez grave, là. Il y avait des choses qui sont nommées
sur les contrats, l'éthique, ce qu'ils pensent du ministère ou ce qu'ils pensent du ministre, c'est pas quelque chose qui me dérangeait, mais si le respect des contrats après la commission Charbonneau, comme avant, ça mérite d'être respecté. Si quelqu'un triche, il mérite d'être puni. Et donc, et juste que je comprends bien, donc, pour votre directrice cabinet, vous ne savez pas si elle a fait un suivi ou... Oui, là, à partir de là, elle a fait un suivi. Ma chef de cabinet a fait un suivi. Mais postérieur au 30 mars. Après, quel traitement elle a fait, là, nécessairement, je ne sais pas quoi. Mais après cette lettre-là, après le 30 mars, vous rencontrez quand même à quelques reprises Mme Tremblay? Je n'ai pas rencontré souvent Mme Tremblay. On s'est parlé souvent parce que, souvent, on s'est parlé pour des sujets. Le code de sécurité routière, la modernisation. Évidemment, j'ai eu, oui, une présentation PowerPoint. Par la suite, il y a eu des discussions, peut-être plus Dave Leclerc qui parlait à ma chef de cabinet, Laura Lizotte, sur l'avancement. Est-ce qu'à tous les jours, il me mettait une note d'information? On est rendu à telle étape, on a parlé de telle chose. Moi, ma responsabilité, c'est de saisir l'autorité appropriée puis de m'assurer qu'elle fait la démarche. Bon, la personne, et aussi que la personne retrouve un emploi, puisqu'elle elle avait été tablettée à tort ou à raison, mais elle a eu raison à tout le moins de le dénoncer. Je la félicite pour ça. Parfait. On va passer sur un autre sujet. Il reste deux petits sujets avant de conclure. Donc, sur la nomination des administrateurs au conseil d'administration. Et là, je préfère à la pièce 344, qui est une note explicative que vous signez. Donc, j'imagine que ça allait à l'attention du Conseil des ministres, je présume, parce que ça va passer par décret. Donc, est-ce que vous vous souvenez, puisque je crois que c'est la seule nomination que vous faites aux membres du CA, parce que compte tenu de votre court mandat, est-ce que vous vous souvenez comment ça fonctionne? C'est-à-dire, est-ce que les discussions qu'ils ont autour de ces gens-là, c'est sûrement pas vous qui arrivez avec ces gens-là, donc c'est la SAC qui va les suggérer. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît? Bien, quand on regarde ce document-là, on voit que je procède à des renouvellements. Donc, un conseil d'administration d'une quinzaine de personnes, donc, qui ont des mandats qui viennent à échéance, donc, qui ont été renouvelés là-dedans, dans cette journée-là. Je pense qu'il y a 4 administrateurs. 2 sont renouvelés. Donc, probablement qu'après des discussions avec la société, donc, c'est des gens qui voulaient poursuivre la mission. Et 2 renouvellements, 2 nominations. Une qui est, on peut le dire, Mme Diorio, qui avait été nommée. Elle, c'est une jeune accidentée de la route que la société l'avait engagée pour faire une tournée sur les impacts de l'ivresse au volant. Elle avait été victime de ça. Et elle a fait une tournée du Québec comme professionnelle engagée, je pense, à cette étape-là. Et on voulait avoir au conseil d'administration aussi un volet jeunesse. Donc, après son mandat, donc on lui a demandé si elle voulait faire partie du conseil d'administration et on l'a nommée. L'autre, c'est Michel R. Saint-Pierre. Quand vous dites-vous, c'est au niveau de la SAC, là. La SAC, oui. Ouais. Bien, on prévoyait donc avoir un aile jeunesse à la SAC. Donc, pour avoir les groupes d'âge représentés, hommes-femmes. Donc, on est dans ces critères-là. Et le deuxième, donc, c'est Michel R. Saint-Pierre, qui est, à ma connaissance, si c'est lui, là, c'est l'ancien sous-ministre, un mandarin d'État. Il avait été sous-ministre un petit peu, moi, quand j'ai remplacé à l'agriculture. Donc, le rapport Saint-Pierre sur la réforme dans l'assurance agricole, etc. Donc, M. Saint-Pierre, qui devait avoir levé la main pour dire je suis disponible à l'issue du conseil d'administration, puisqu'il avait pris sa retraite à ce moment-là du ministère de l'Agriculture. Donc, c'est les 2 nominations. Les autres, ça a été 2 renouvellements. Maître Laure, entre autres, et l'autre. On a pu entendre au printemps. Donc, pour la dynamique, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est une discussion, ce que je dois comprendre, c'est une des recommandations de la SAC dans laquelle elle explique le pourquoi du comment. Il prend une justification, si on veut. Puis après ça, si ça convient... Oui, c'est ça. Donc, un profil avec les expériences. Profil de compétences. Profil de compétences. Michel Saint-Pierre avait été à la tête de la finance agricole, donc, au ministère. Grand mandarin, c'est quelqu'un qui a donné des cours à d'autres sur l'administration publique, sur la connaissance de l'État. Moi, ça me rassurait aussi d'avoir quelqu'un qui connaît aussi l'État, pas juste la société. Donc, il y avait différents profils aussi sur ceux qui étaient existants, donc en informatique, en finance. Donc, le tableau était quand même bien ventilé. Et donc, quelqu'un qui connaît l'État, bien,
on trouvait ça pertinent. Donc, il a accepté de le faire, puis on est toujours content quand des mandarins d'État peuvent aussi compléter des conseils d'administration. Dernier élément, là, avant une question finale, c'est la pièce 345-346. C'est qu'en vertu de la LGSE, la loi sur la gouvernance des sociétés d'État, à tous les 10 ans, il doit y avoir, les bons termes, un rapport de revue de mandat, donc des sociétés d'État. Et donc la pièce là, 345, peut peut-être afficher directement à 346. OK, bien, est-ce que vous l'avez? Parfait. En fond, c'est juste la présidente du CA qui dit qu'on l'a fait puis qu'on va le faire parce qu'on doit le faire, c'est aux 10 ans, et qu'on a mandaté le NAP pour une question d'indépendance. Donc, la lettre est assez claire et concise. Si on va à la pièce 346, donc est-ce que vous avez souvenir d'avoir vu ça, ce document-là? Oui. Au début, je pensais que c'était mon sous-ministre qui avait inscrit notre ministère dans une démarche d'amélioration continue, puisqu'il venait de l'ENAP comme tel, Marc Lacroix. Mais finalement, je me suis aperçu que c'était à cause que la loi oblige les sociétés d'État à produire une analyse aux 10 ans. Donc, la démarche semblait respecter les règles et les cadres prévus comme société d'État. Alors, je pense que c'est ça pas mal la conclusion là, qui répond au modèle conceptuel du gouvernement, que les analyses sont rigoureuses, favorisent l'indépendance et le rapport reflète les analyses effectuées. Il semble que la société se comportait selon les attentes de la loi qui prévoyait cette révision-là. Parfait. Donc, si on va à la page 2, on va regarder, donc, la méthodologie qui est expliquée. À la page 2, on a des recommandations qui sont donc, si on va un petit peu plus bas ici, donc, on dit quant aux recommandations, elles s'adressent à 3 interlocuteurs différents. Le premier, au ministre de tutelle, je dois comprendre ça, c'est le MTQ. Après ça, si on descend, puis on pourra revenir, Madame l'assistante greffière, donc on a des recommandations au ministre de tutelle, des recommandations pour le CA, le conseil d'administration, et aux autorités gouvernementales. Si on peut revenir à celle au ministre de tutelle, la question, ça va être, est-ce que vous vous souvenez avoir fait des suivis ou d'avoir discuté de ça? Donc, ça dit, pas de grand constat, mais on dit peut-être de prendre acte qu'il pourrait être opportun lors de futurs changements législatifs d'apporter des ajustements de nature plutôt technique pour simplifier l'encadrement légal de la société, actualiser le libellé de sa mission dans sa loi constitutive ou revoir la formulation de certaines autres dispositions inscrites dans l'une ou l'autre des lois auxquelles est assujettie la SAC. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir soit fait ce constat-là, parce qu'on vient dire un peu que c'est clarifier le mandat, donc c'est peut-être une bébite qui est un peu unique. Est-ce que vous vous souvenez de ça ou faites des constats en tant que ministre? Comme ministre de tutelle, évidemment, le rapport s'adresse à moi principalement, puis avec la société comme société à part entière. Mais nécessairement, quand le rapport dit tu pourrais faire quelques changements techniques, honnêtement, on le dit OK, oui. Puis on essaie de voir parce que c'est toutes les sociétés d'État, parfois, probablement ce qui arrive dans le processus, c'est quand les rapports sont faits de plusieurs sociétés, on voit qu'il y a des changements qui se recroisent. À partir de là, il y a peut-être une opportunité de revoir la loi. Parce que la loi ne relève pas du ministère des Transports. Donc, ça devait relever soit du Conseil du Trésor, donc du ministre responsable à ce moment-là. Donc, moi, j'ai vu que le rapport disait qu'on avait fait correctement, donc ça me satisfaisait. Puis, probablement que tout ça a été confié à quelqu'un qui allait voir les recoupements pour voir s'il y a une opportunité de modifier la loi. On ne modifie pas la loi parce qu'il y a quelqu'un qui te fait un rapport, mais si, en général, les modifications sont à un point substantif pour faire des correctifs appropriés pour l'ensemble des ministères, ça s'adresse à toutes les sociétés, à tous les ministères. Il semblait qu'il y avait une lenteur, là, ça, l'Hydro-Québec avait répondu à ça à ce moment-là. Donc, il faut être un peu le gouvernement en disant procédez à vos évaluations. Puis par la suite, s'il y a des correctifs à y apporter, plus globalement, le responsable aux affaires gouvernementales le fera. Ça, ce que je dois comprendre aussi, que ce rapport-là est peut-être davantage pour le sous-ministre puis l'administration. Oui. Comme je vous dis, comme Marc Lacroix était à l'ENAP dans le temps, je pensais que c'était lui qui avait demandé qu'on soit mis sous la lumière de ce rapport-là. Puis évidemment, ça a été déposé, puis les règles étaient déjà respectées. Alors, comme je vous dis, jusqu'à ce moment-là, la société était quand même bonne joueuse.
Quand elle indiquait des rapports, quand elle indiquait des cibles, elle les atteignait, des réductions, des emprunts, etc., faisait les suivis appropriés. Par la suite, là, on verra ce que ça dit, mais jusqu'à là, tout le monde qui l'a mesuré, pesé, trouvait qu'elle suivait les règles. On peut descendre tranquillement. Là, on voit, ça, la recommandation c'est pour le conseil d'administration, mais c'est quand même intéressant pour les fins de notre mandat. On dit, juste arrêter, Mme Nassan-Graffel, le défi du service à la clientèle, continuer les efforts entrepris pour augmenter la pénétration des services électroniques et valoriser l'expertise du personnel. C'était prévu au plan stratégique. Là, on aura l'occasion d'interroger d'autres personnes. Et aux autorités gouvernementales, ça, c'est intéressant aussi, encore peut-être davantage, vous en avez parlé tout à l'heure, puis dans le volet recommandations, mais de demander au ministère des Finances d'entreprendre une réflexion sur l'opportunité de mettre en place une pratique de lettre de mandat pour la société. On s'est sous-entendu qui est semblable à ce qui existe en Colombie-Britannique, puis de façon à rendre plus de transparence les attentes du gouvernement quant aux résultats attendus de ces sociétés d'État et de mieux concrétiser le rôle d'interlocuteur que la LGSE attribue au président du CA. Je ne suppose de les commenter, parce que c'est des recommandations, certainement, que si on regarde le fil d'histoire jusqu'à maintenant, pourraient être intéressantes à discuter. Parce que tantôt, vous avez parlé d'être mandat. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à cette recommandation-là, pour le volet de recommandation, justement? Mais comme ça semble être finance, je ne sais pas si finance était responsable des affaires gouvernementales, mais aussi, donc, c'est sûr que le ministre chargé de l'administration de cette loi-là, donc, était probablement un pas dans une direction différente pour plus de clarté. On n'est jamais assez transparent, on n'est jamais assez clair. Donc, si les moyens, il ne faut pas que ça soit trop lourd non plus pour pas que tu le fasses jamais. En disant, ouais, quand on met toutes nos ressources là-dessus, on ne fait plus rien. Donc, il faut que les outils soient quand même souples pour qu'ils soient efficaces. S'ils sont efficaces, les gens vont adhérer. Donc là, je pense qu'il y a des recommandations positives et en ce sens, il y a une recommandation aux finances de le faire. J'ai une dernière question avant peut-être que le commissaire vous... Je vais avoir plusieurs questions. Donc, on prendra la pause du matin, on verra avec les partis s'il y aura des questions pour M. Lessard. Mais je vous annonce déjà mes couleurs. Moi, je vais revenir sur la lettre de Mme Pascale Saint-Hilaire. Donc, on la garde à l'écran, puis vous la regarderez. J'aurai des questions sur le suivi de cette lettre-là, M. Lessard. Je poserai peut-être ma question, mais la réponse pourra venir après. C'est une hypothèse, encore une fois, dans le volet recommandations, c'est-à-dire qu'on a vu que c'est le ministre des Transports qui est responsable, entre guillemets, de la SAC. Mais on a vu également que la SAC, c'est comme très lourd administrativement. C'est-à-dire qu'il faut aller au Conseil du Trésor, aux finances, on va parler de TC, donc c'est administrativement très lourd. La question que j'ai pour vous, est-ce que ce serait une bonne idée de réfléchir à l'idée que ce ne soit pas nécessairement le ministre qui soit responsable, mais le ministère, de façon à ce que le sous-ministre puisse peut-être mieux interagir avec la SAC et briefer le ministre des différents enjeux, des orientations, mais que les suivis administratifs, qui sont relativement lourds, soient gérés par un ministère, parce qu'un cabinet, sa constitution, bien, souvent c'est du personnel politique avec peu d'expérience, des fois beaucoup d'expérience, mais c'est un nombre très restreint par rapport aux effectifs puis aux ressources que peut avoir un ministère quand il faut gérer, si on veut, si vous me permettez l'expression, ou superviser une chose qui a 3 000 à 4 000 employés, puis qui gère des milliards, puis qui sert tous les Québécois, ou presque. En fait, le système n'est pas fait comme ça. Non, mais c'est ça. Mais il pourrait y avoir une recommandation dans ce sens-là. Effectivement, je comprends que c'est pas ça. Le ministère peut monter beaucoup d'informations, puis à la fin, politiquement, les gens décident de donner une suite ou pas. Donc, dépendamment de leur engagement ou leur engagement dans la campagne électorale, on peut dire, nous autres, on vient de sortir d'une campagne électorale, il y avait un parti qui dit on va abolir telle taxe. Donc, de souvent qui arrive au ministère, quand même le ministère dira ben, c'est bien le fun, on aime beaucoup cette taxe-là. Ben, nous autres, on s'est engagés de l'abolir. Donc, le volet politique. Maintenant, la société d'État, moi, je trouve pas que c'est trop lourd quand même, honnêtement. Même si, que ce soit la Société d'assurance automobile du Québec, ça prend un gardien des finances. Le gardien des finances au Québec, on a dit que c'était le Conseil du Trésor. Donc, il contrôle les dépenses. Il y a une vision sur l'ensemble du gouvernement. Donc, c'est lui qui voit toutes les demandes, les entrées. Et si le processus est lourd, parce qu'il est documenté, parce qu'il y a des gens qui ont posé une expertise en arrière de ça, puis qui posent des questions intelligentes ou pertinentes dans les processus, ça arrive
ça les force à être meilleurs. Ça les force à démontrer qu'ils vont être capables de réaliser l'engagement, que c'est pas seulement 8,5, 11, 3 pages de temps, puis à la fin, il va toujours dire oui. En entendant se faire dire non, puis se faire virer de bord, ça nous rend plus forts. Alors, moi, je disais tout le temps à Monique Jérôme Forget, dans le temps, quand je rentre au Conseil du Trésor, toujours une goutte d'eau qui descend de mon front, parce que je me suis dit, il va me faire ramasser comme une crêpe, parce qu'ils vont pas dire oui en partant. Alors, j'espère que la société, c'est pareil, puis tous ceux qui vont au Trésor, ils vont pas de gaieté de cœur, ils vont pour défendre leur dossier, parce qu'on n'est pas les seuls au bâton. Alors, quand la société demande des ATC, mais il y a quelqu'un d'autre qui les aura pas. C'est aussi clair que ça. Il y a pas... C'est des vases communicants. Si elle mange tout ce qu'il y a sur la table, bien, les autres, ils vont passer à côté, parce que les ressources sont pas infinies. Alors, sur le ministère, puis après ça, les directions politiques, c'est sûr qu'il peut y avoir une différence à cause des engagements électoraux, mais pas là-dessus. Là. Ma question, c'était plus le fait que on a un ministre responsable, mais sa façon de voir ce qui se passe, bien, soit que, ce que je comprends, c'est qu'il va se fier au Trésor, va se fier aux finances, mais lui, c'est son cabinet qui va superviser, le mot est mal choisi, mais superviser entre guillemets. Est-ce que le travail de soutien à la note ministérielle montée par le... On a voulu des sociétés d'État, on a voulu qu'il y ait des conseils d'administration, on a voulu qu'ils soient indépendants, qui ont un ministre de tutelle, c'est le bordel pogne des mettre en tutelle. Ça n'arrive pas souvent, on va me dire à en nommer, mais des tutelles. Mais ça a ça comme inconvénient. Est-ce que ça place l'État plus loin quand tu as une société indépendante? La réponse est peut-être oui. Est-ce que le cadre ou l'obligation sous-ministérielle serait augmentée? Est-ce qu'ils doivent signaler? Eux autres aussi ont des responsabilités comme sous-ministres. Il y a des choses qui ne vont pas dans la bonne direction. Ils ont un boss, eux autres. Hein? C'est le secrétariat. Donc, le grand boss de tous les sous-ministres, il existe. On ne le fait pas faire n'importe quoi. Eux aussi, là, ils rendent compte. Parce que moi, c'est pas moi. Je suis pas son boss. Il y en a un boss. Il y a le premier ministre, le conseil exécutif. Il y a tous ses sous-ministres qui lui appartiennent, on va dire ça de même. Puis moi, de temps en temps, il m'en prête un parce que j'ai une responsabilité ministérielle qui vient soutenir avec sa compétence, donner de l'information, la monter. Après ça, politiquement, on peut en disposer. Mais nécessairement qu'il y ait la documentation fournie. Là, dans ce cadre-là, c'est sûr, c'est la société qui dirige puis qui monte des notes ministérielles à ma connaissance. Et le ministère les regarde. Il m'a dit, M. Lessard, vous avez été à l'affaire à présenter. Mais ça c'est peut-être à travailler, à savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus. Dans le fond, si on peut faire des choses pour éviter des dérapages, ça prend pas rien qu'un sonneur d'alerte comme la dame qui nous a écrit là. Il faut que ça soit capable de... Il faut que ça puisse être de l'interne aussi. Qu'on dit, attends un peu, quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Et si ça ne marche pas, bien, nous autres aussi, on peut interpeller dans d'autres fonctions. J'ai dû interpeller les outils en présence en disant, moi, je pense que quelqu'un qui est en train de contrevenir aux règles, alors donc, les instances appropriées. C'est l'essence de ma question. Donc, pour pouvoir détecter ça, bien, le cabinet versus peut-être des ressources du ministère ou du sous-ministre ou un sous-ministre associé, ça pourrait... Une collaboration pourrait être intéressante. Peu importe la responsabilité que tu as, si tu penses que quelqu'un est en train de tricher, il mérite d'avoir le mécanisme de le faire mesurer par les instances appropriées. 11h15? 11h15. Merci. Pardon, j'avais une petite note parce que c'était la pièce qui était déposée, la 342. L'article du Journal de Québec, c'est du 27 avril et non du 27 mars. C'était seulement Merci, Mme la greffière. corrigé. Donc, 15 minutes. Oui. Veuillez vous lever, pause de 15 minutes.